concrètement, où c'est qu'on peut trouver des idées? En fait, les idées, il y en a partout autour de nous. D'abord, la chose la plus simple que vous pouvez faire, et je la recommande à tous les first-time entrepreneurs, et d'ailleurs à tous les entrepreneurs expérimentés le savent, c'est que la façon la plus simple de lancer quelque chose, c'est de copier. Bonjour, bienvenue pour cette seconde session de Coup d'État. Donc je m'appelle Oussama Ammar, on va passer la matinée ensemble aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler de comment avoir des idées pour sa start-up. Mais peut-être avant de démarrer, qui ici a déjà une start-up? Ok, qui veut, et tous les autres vous voulez faire une start-up? Ouais, non vous êtes juste en touriste, il faisait beau, la verre est bonne. La phrase que j'entends le plus souvent, c'est j'ai envie de faire une start-up, mais j'ai pas d'idée. Et c'est une phrase évidemment que je trouve étrange parce que je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont réellement eu une idée. Alors l'un des sujets, c'est qu'il faut comprendre que la plupart des entrepreneurs, ils tombent dans l'entrepreneuriat un peu par hasard. C'est très rarement une démarche consciente parce que souvent les démarches conscientes, elles sont bloquantes. Quand les gens ils réfléchissent à c'est quoi mon projet, c'est quoi mon chemin, qu'est-ce que je vais faire dans les 18 mois qui viennent, c'est hyper paralysant parce que d'un seul coup, on est face à l'infinité des possibilités. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire et que tout nous passionne, eh ben on peut tout faire. Et quand on peut tout faire, qu'est-ce qui se passe? En général, on ne fait rien. C'est un processus assez classique d'action, c'est que plus il y a de choix, et moins on arrive à faire de choix. Ça s'appelle le syndrome Tinder, by the way. C'est un des grands fléaux du monde contemporain. Alors, les idées, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que les idées, il n'y a pas si longtemps, ça avait beaucoup de valeur et d'un seul coup, ça n'a plus de valeur. Et l'une des choses qu'on répète le plus souvent dans le monde des startups, c'est que les idées n'ont aucune valeur. Et alors, il faut comprendre pourquoi on dit ça. On dit ça parce que l'information, elle est devenue fluide. Les gens, souvent, n'ont pas compris ce que Internet avait changé au monde, et notamment parce qu'on vit avec Internet et on a beaucoup de mal à se souvenir à quoi ressemblait le monde avant qu'Internet existe. Et bien, avant qu'Internet existe, quand on voulait se renseigner sur un sujet, quand on voulait savoir ce qu'une entreprise à l'autre bout du monde faisait, c'était très très dur. Aujourd'hui, si vous voulez savoir ce qu'une boîte américaine ou chinoise ou je ne sais pas quoi fait, vous pouvez utiliser Internet. D'ailleurs, ça atteint des sommets. Nous, on a des boîtes dans The Family qui payent des gens à travers le monde pour aller faire des screenshots des produits privés de leurs concurrents. Et ils vont sur des plateformes genre Amazon Mechanical Turk ou je sais pas quoi, et ils trouvent des gens pour 10 $, 15 $ qui leur font tous les screenshots des produits concurrents pour qu'ils puissent comparer, copier, etc. Donc Internet a commoditisé les idées, c'est-à-dire que ça a rendu quelque chose qui n'était pas fluide, rare et qui avait de la valeur en quelque chose que n'importe qui peut prendre, que n'importe qui peut trouver, et que tout ce qui est fluide et commun, eh ben, tout simplement perd en valeur. C'est simple offre et demande. Et quand on dit les idées n'ont pas de valeur, c'est parce qu'aujourd'hui, les idées ne font plus la différence. Vous ne pouvez pas réellement impressionner quelqu'un avec une idée. D'ailleurs, un des trucs très choquants que moi j'ai dans ma vie professionnelle, c'est de feinter l'enthousiasme quand les entrepreneurs viennent. Parce que quand les entrepreneurs viennent, ils vous présentent leur idée. C'est un peu comme les enfants quand ils vous montrent un dessin. Même si c'est le millième dessin d'enfant que vous voyez, vous avez envie de dire « Oh, c'est mignon !» Parce que si vous commencez à dire aux gosses « Ça va, je suis maîtresse, ça fait 30 ans qu'on m'en montre des dessins, petit mioche, ton dessin il est aussi pourri que les autres », c'est pas la bonne ambiance en tant que maîtresse. Parce que chaque enfant se sent unique. Et bien de la même façon, chaque entrepreneur se sent un peu unique avec son idée et pense que son idée est incroyable. Et nous, on a un phénomène, un biais un peu bizarre, c'est que c'est très, très rare, je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein, mais c'est très, très rare qu'on se fasse pitcher une idée qu'on n'a pas déjà vue ailleurs. Parce que forcément, nous, on passe nos journées à faire trois choses. On passe nos journées à rencontrer des gens qui ont des idées. On passe nos journées à parler à des investisseurs qui ont vu des idées à travers le monde. Et on passe nos journées à benchmarker les idées sur 5 continents. Résultat, la probabilité qu'un jour vous ayez une idée que personne d'autre n'ait eue, elle est très faible. D'ailleurs, il y a un écrivain argentin que j'adore qui s'appelle Borges, qui a écrit
un livre qui explique que tous les livres ont déjà été écrits et qu'en fait, chaque livre qu'on écrit n'est qu'une combinaison aléatoire de lettres dans un univers donné. C'est-à-dire que si vous avez 26 lettres dans l'alphabet et que vous générez de façon aléatoire des lettres, vous finiriez par réécrire tous les livres qui existent dans le monde. Parce que tout simplement, un livre n'est que la combinaison de lettres et d'espaces random, et donc tous les livres existent déjà mathématiquement. Tous les livres qui peuvent être écrits, tous les livres qui seront écrits, tous les livres qui ont été écrits existent déjà. Et ben c'est la même chose avec les startups. Toutes les idées que vous pouvez avoir, toutes les idées que les gens ont eues, toutes les idées qui peuvent exister, en quelque sorte existent déjà. Et en fait, le rôle d'un entrepreneur, c'est pas d'avoir une idée, c'est de rendre cette idée concrète et réelle. Donc la valeur, c'est l'exécution. La valeur, c'est comment on transforme quelque chose qui est un simple projet, un simple souhait, un simple désir, en quelque chose qui est concret, réel et qui fonctionne. Et ce travail de rendre les choses concrètes, c'est un peu comme le geste artistique. C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes dans l'entrepreneuriat vis-à-vis des idées. La première chose, c'est que les idées, en anglais ça marche mieux, idea or bitch, parce que forcément, ce que vous imaginez n'est jamais ce que vous voyez. Donc il y a une espèce de distorsion terrible entre ce qui se passe dans votre tête et ce qui devient concret. Et d'ailleurs, c'est pour ça un truc très contre-intuitif que les entrepreneurs ne comprennent pas. C'est beaucoup plus simple d'exciter les gens sur quelque chose qui n'existe pas que quelque chose qui existe. Parce que qu'est-ce qui se passe quand quelque chose existe? Ça ne ressemble jamais à ce que les gens imaginent. À The Family, on a une blague, on appelle ça Minority Effect. C'est le fait que Minority Report Effect, c'est le fait que c'est comme dans le film Minority Report, vous savez, cette interface avec les doigts incroyables où il zoome, il fait des trucs comme ça, genre de truc qui n'existera jamais dans une interface parce que ça sert à rien. D'abord, personne n'est aussi beau que Tom Cruise, déjà. Donc vous, devant cette interface, vous auriez l'air beaucoup moins cool et beaucoup moins classe. Mais deuxièmement, en fait, ça sert à rien. Aucune interface n'a besoin d'autant d'effets. C'est marrant 3 jours, mais au bout de 3 semaines, c'est très chiant. Et le problème, c'est que quand vous décrivez votre idée à quelqu'un, les gens ont une sorte de Minority Report Effect. Vous dites, je vais faire une plateforme qui fait ABC, et le type imagine un vaisseau spatial. Puis vous revenez 4 semaines après avec votre MVP, et là, le mec, il regarde, il fait ah ouais, j'imaginais pas ça comme ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, fabriquer une start-up, c'est un peu comme traverser un radeau, la Manche sur un radeau. Si vous allez et que vous dites à vos potes, je vais traverser la Manche sur un radeau, ou pire, l'Atlantique sur un radeau, si vous voulez faire une grosse boîte, il y a un phénomène un peu bizarre, c'est que vous êtes un héros le jour où vous l'annoncez. Donc imaginez, vous êtes fièrement sur la plage avec votre radeau, les gens viennent, prennent des photos, vous vous dites, voilà, moi je vais traverser, tout le monde passe et dit, waouh, il va traverser, il va être sur ce radeau, ce truc-là, waouh, c'est incroyable. Et puis quand vous êtes de l'autre côté et que vous avez traversé l'eau, vous êtes de fait un héros, vous êtes passé de l'autre côté. Mais quand vous êtes au milieu de l'eau, en train de pagayer, de galérer, qu'il fait froid, qu'il y a des vagues de 5 mètres, et que les mecs passent sur leur yacht et disent, vas-y, arrête de te faire du mal, monte et prends un CDI comme tout le monde, forcément, vous avez l'air bizarre. Vous avez forcément... Il y a toujours un moment où vous serez très seul et vous ne pouvez chercher que les ressources au fond de vous. Il n'y a personne qui peut vous aider dans ce moment-là. Il n'y a pas grand monde qui, à ce moment-là, peut comprendre ce que vous faites. Et pourquoi? Parce que les gens se sont arrêtés sur cette idée qu'est la traversée. L'idée de la traversée est beaucoup plus romantique que la traversée elle-même. Et c'est vrai dans plein de domaines. L'idée de la danse est plus romantique que l'entraînement qu'il faut pour danser. L'idée de la plupart des sports est beaucoup plus romantique que l'idée que le sport réel. Et parce que tout le monde a un storytelling et tout le monde cache les efforts qu'ils font lorsque personne ne les regarde. Un entrepreneur, il vient et dit, voilà, j'ai bâti ça dans la soirée. C'est un peu la blague de Mark Zuckerberg qui, dans sa première interview, quand il a lancé Facebook, il a dit, voilà, l'université, ça fait 3 ans qu'ils en parlent. Moi, j'ai codé ça en 15 jours. Bon, bah, pour la petite histoire, il a passé 6 mois, nuit et jour, à coder le truc. Mais si vous dites, j'ai passé 6 mois, nuit et jour, j'ai galéré, j'en peux plus, c'est quand même beaucoup moins, en termes de gestes et d'attrait, beaucoup moins sympa que dire, voilà, j'avais 15 jours de libre, j'ai fait ce petit truc. Et évidemment, ce storytelling, ensuite, il va distordre les gens qui veulent démarrer. Parce que les gens se disent, ah, mais si je ne le fais pas en 15 jours, Mark Zuckerberg l'a fait en 15 jours, si moi je ne le fais pas en 15 jours, alors je suis nul, alors je ne suis pas à la hauteur.
Et le deuxième problème avec les idées, c'est que les idées, ça n'existe pas. Je m'explique. Le problème des idées, c'est que l'idée qu'on s'en fait est beaucoup plus floue que l'idée concrète qu'on en tire, qui elle-même est différente de la façon dont les gens le perçoivent et se l'approprient. Et alors, il y a un phénomène tout bête pour comprendre ça, ça s'appelle la réceptivité du lecteur. C'est la façon dont vous allez comprendre un livre alors que les mots sont exactement les mêmes. Faisons une petite expérience mentale. Imaginons que je vous donne tous le même livre, je vous donne tous le même temps, et je vous dis de lire ce livre. Et ensuite, je vous pose 5 questions sur le livre. Quelle est la probabilité que vous donniez toutes la même réponse? Elle est de 0. Pourtant, c'est le même livre, pourtant, c'est les mêmes conditions, pourtant, vous avez le même temps. Pourquoi? Parce qu'on est des machines à perception. Il y a des choses, par exemple, une anecdote que j'adore, un jour, j'ai une amie qui me passe un livre, elle me dit, tu verras, c'est la plus belle scène romantique que j'ai jamais lue de ma vie. J'ai vraiment hâte que tu lises ce truc, c'est incroyable, ça m'a exalté, etc. Et la phrase, c'était « et il la culbute sous un cerisier ». Je lis ça, je dis mais elle est complètement folle. Et donc je lui fais relire la phrase, je lui dis mais c'est ça ta scène? Elle dit non, c'est pas ça. Et en fait, elle est partie dans son monde intérieur, quoi. Enfin, elle a inventé un livre qui n'existe pas. Et on passe notre temps, en fait, à inventer des choses qui n'existent pas. Quand les gens disent bah, c'est factuel, il suffit de lire, etc., c'est parce qu'en fait, les gens sont malhonnêtes par rapport à leur propre processus interne. Et donc, le débat des idées, si vous êtes entrepreneur et que vous vous dites mon métier, c'est de trouver une idée, donc je vais aller parler de l'idée, vous allez rencontrer les 3 monstres des idées. C'est quoi les 3 monstres des idées? Le premier monstre, c'est le scepticisme. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'être sceptique qu'optimiste. Sceptique, c'est gagnant à tous les coups. Parce que si vous avez tort avec votre scepticisme, c'est pas grave, personne ne vous le reprochera. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vient reprocher à un sceptique d'être sceptique? A posteriori. Jamais. Les sceptiques ont ce truc incroyable, c'est qu'ils ont un retour sur investissement infini, parce que s'ils ont raison, ils disent bah tu vois bien, je te l'avais dit, ça ne marchera pas. Et s'ils ont tort et que ça marche, ils feront croire que c'est grâce à leur esprit critique que vous avez fait quelque chose de mieux. Donc les sceptiques ont ce truc, cette stratégie parasitaire absolue et dominante, que quoi qu'il arrive, ils ont raison. Quoi qu'il arrive, quand vous êtes sceptique, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que de toute façon, vous trouverez toujours un angle dans lequel votre scepticisme a l'air d'être intelligent. D'ailleurs, regardez, pensez en termes d'image mentale et caricature. Quand on pense optimiste, qu'est-ce qu'on pense? On pense inconscient, béat, un peu bête, grand sourire. Comment il s'appelle cet acteur-là qui fait Yes Man? Jim Carrey. Vous voyez, on pense Jim Carrey. Il y a une espèce d'image, on a tout de suite, ouais, c'est un... Ouais, pas très malin. Alors que quand on pense sceptique, on pense quoi? Profond, intellectuel, esprit critique, incroyablement puissant. Il ne se laisse pas raconter des histoires, lui. Il est solide, concret, pragmatique, blablabla. Donc vous voyez, il y a déjà, en fait, vous avez déjà un premier problème, c'est que vous avez votre enthousiasme et votre idée, et vous avez tous ces gens autour de vous dont la seule intérêt, c'est de niquer votre idée. Ils n'en ont pas d'autre. De toute façon, ils ne vont jamais rien faire de leur vie. Donc c'est pas comme s'ils avaient envie que qui que ce soit fasse quelque chose. Donc vous avez ce premier problème. Ensuite, vous avez un deuxième monstre qui est aussi intéressant que le sceptique, c'est l'optimiste. Alors l'optimiste, il est terrible. Pourquoi? Parce que les optimistes ont tendance à se fréquenter entre eux. Parce que comme ils ne peuvent pas supporter les sceptiques, ils ont tendance à se reconnaître et se trouver des raisons. Et puis les optimistes, ils s'auto-entretiennent. L'optimisme de quelqu'un entretient l'optimisme des autres. Et quand vous mettez un groupe d'optimistes ensemble, eh ben, ils ont ce truc incroyable de croire que tout va marcher. Alors, vous allez me dire, pourquoi ce serait mal? C'est mal parce que le problème, c'est que ça vous empêche d'avoir une approche réelle par rapport à votre idée et ça vous empêche d'affronter les problèmes concrets de votre idée. Nous, on le voit à The Family, quand les gens viennent à The Family et rentrent à The Family et se font coacher à The Family, il y a au moins la moitié des gens qui détestent l'expérience
Parce que nous, on a un truc qui s'appelle l'honnêteté brutale, où en fait, on dit, c'est génial ton truc, mais j'y crois pas une seconde, et je vais te montrer en fait tout ce qui va pas. Parce qu'on pense que c'est un processus où, en étant hyper violent avec les gens, on les confronte plus rapidement à la réalité, on les fait sortir de cette bulle de pessimisme et d'optimisme qui sont dans les deux cas des distorsions, et on les fait rentrer dans le concret et dans le travail de type bon, bah, qu'est-ce que factuellement je peux faire pour que ça marche mieux. Mais c'est un process hyper violent. C'est pas un process qui va avec bravo, c'est formidable. Et notamment, je le vois souvent dans les groupes d'entrepreneurs sur Facebook, où maintenant j'ai interdiction de participer. Je rigole. Oui, j'ai une femme qui maintenant on est au stade où si elle me voit commenter, elle vient m'engueuler. Parce que ça me rendait fou avant. Mais je me suis rendu compte que sur Internet, il fallait pas faire ça. Et en fait, ce qui se passe dans ces groupes-là, il y a toujours un mec pour venir poster un truc débile, du genre ouais, j'ai une idée géniale, l'électricité gratuite et illimitée pour tout le monde. Je cherche juste 3 stagiaires PhD en physique nucléaire pour le développer avec moi. Qui est in? Je sais pas, personne. Et là, vous voyez des dizaines de commentaires, et il n'y en a pas un d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a Monsieur Sceptique qui vient et qui dit « Oui, alors attention, l'énergie illimitée et gratuite, moi je pense pas que c'est possible. Bon, encore, beaucoup d'énergie pour pas cher. Je dis pas. Mais énergie illimitée et gratuite, c'est un mensonge. » Puis il y a l'optimiste, bah ça va, et Elon Musk, on lui avait dit que c'était impossible, et il a envoyé une fusée, et la fusée elle est revenue. Ah, vous regardez ça, et il n'y en a pas un pour dire au mec, va passer un diplôme en physique nucléaire, après tu parleras mon petit. Il n'y a pas un mec pour dire au mec, mais attends, concrètement, t'as fait quoi? Qu'est-ce que concrètement t'as fait de ta vie pour croire que t'avais le droit de venir nous expliquer à quoi ressemblerait l'énergie du futur? Et là commence le troisième ennemi, c'est la malhonnêteté. Pourquoi? Parce qu'on est tous, au fond, élevés pour être gentils. Notre éducation, à titre individuel, nous prépare pas du tout au monde entrepreneurial. Rappelez-vous quand vous êtes petit. Quand vous êtes petit et que vous êtes à la maternelle, s'il y a quelqu'un qui dit un truc complètement con, vous n'avez pas le droit de lui dire que c'est complètement con. C'est pas constructif, c'est pas sympa, c'est pas empathique, c'est pas tout ce que vous voulez. Et donc, et attention, hein, Dieu merci, hein, qu'on ne vit pas dans une société entrepreneuriale tous les jours. Donc on a tous appris à être polis, à faire attention aux autres, à pas blesser les autres, etc. Ce qui pose problème en fait, parce que quand vous êtes entrepreneur, ça devient en fait quelque chose de très dangereux. Parce que quand vous demandez l'avis des gens sur votre idée, qu'ils soient sceptiques ou optimistes, de toute façon, ce sera toujours distordu par la relation sociale. Et c'est comme ça que vous finissez avec des gens qui lisent Lean Startup. Dedans, ils apprennent qu'il faut aller faire des interviews avec des gens. Ils parlent à 10 potes. Ça donne un truc du genre « Ouais, je veux faire un réseau social pour chiens. » Et les gens répondent « Ah ouais, trop cool. Bon, moi, je pense pas que mon chien en a besoin, mais ouais, je vois bien le truc. » Et boum, les mecs peuvent passer 10 ans de leur vie à faire un réseau social pour chiens dont tous les chiens de la planète se foutent. Parce qu'aucun chien veut aller sur un réseau social, c'est un chien. Enfin, s'il avait parlé à un chien, il le saurait. Mais non, il n'a pas affronté le feedback utilisateur pour de vrai. Il a simplement créé une bulle de mensonges, de distorsions, dans laquelle il s'emprisonne. Et c'est pour ça qu'en fait, les idées, c'est tellement dangereux. Les idées, comme c'est pas réel, on peut passer des années à en parler. Ce qui par contre est réel, c'est la transformation d'une idée en quelque chose de concret. Et ce processus-là, c'est le processus entrepreneurial. Et ce qui est incroyable avec ce processus, c'est que c'est un processus continu. Très bizarrement, on dit « j'ai eu une idée, j'ai fait une boîte ». C'est très bizarre. Prenons par exemple, je sais pas, moi, toutes les entreprises que j'ai construites dans ma vie, j'ai jamais eu une idée. J'ai eu 400 idées. Il y en a peut-être 300 qui ont été implémentées dans la même entreprise. Sur les 300 qui ont été implémentées, il y en avait peut-être 20 qui marchaient. Et sur les 20 qui marchaient, il y en avait peut-être une qui faisait la différence. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est jamais une idée. C'est une collection d'idées sur plein de sujets. Vous pouvez avoir des idées sur comment gérer votre marketing, vous pouvez avoir des idées sur comment gérer votre production, vous pouvez avoir des idées. Et en fait, les idées, c'est un processus continu et foisonnant. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être ouvert d'esprit. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être capable de développer des idées. Mais vous n'êtes pas à la recherche de l'idée. Parce que si vous êtes à la recherche de l'idée, la seule, l'unique,
La vraie, c'est catastrophique. Ça ne fonctionne pas. Alors, la question, c'est, ok, très bien, j'ai compris, l'exécution, c'est hyper important. L'exécution, c'est ce qui fait la différence. Mais comment je trouve la première idée sur laquelle démarrer? Comment je passe cette première marche tellement paralysante? Alors, je pense que après 5 ans à The Family à regarder les entrepreneurs et 3 ans ou 4 ans à faire des conférences coup d'État, j'ai compris quelques petits schémas. Alors, bénis soient les entrepreneurs qui ont une vocation. Bénis soient les entrepreneurs qui ont une vocation, parce que avoir une vocation, c'est rare. C'est pas donné à tout le monde. Et bizarrement, il y a des gens qui se rendent pas compte qu'ils ont une vocation. Nous, on le voit très souvent avec des entrepreneurs. Ils viennent, ils vous pitchent un truc complètement nul. Puis vous commencez à parler de leur vie et vous découvrez qu'ils sont passionnés d'un sujet. Vous leur dites, mais attends, pourquoi tu fais pas plutôt une boîte là-dessus? Parce que tu as l'air d'être très compétent sur ce sujet. Et ils vont répondre un truc du genre, ah non, mais ça c'est juste un hobby. Alors, laissez-moi vous dire ce petit secret. Les hobbies, c'est hyper puissant. Je pense que la première grande source d'idées, c'est les hobbies. Avant de trouver une idée d'entreprise, trouvez un hobby. Les hobbies, c'est un truc de malade. À peu près tous les hobbies deviennent des espèces de géants et d'entreprises extraordinaires et des empires. Pourquoi? Parce que les hobbies, c'est fait sans aucune arrière-pensée. Et c'est un moment où on apprend beaucoup. Les gens qui ont des hobbies sont des gens très chiants parce qu'ils ont une obsession dans la vie, ils font que ça. Et donc, ils développent des expertises qui sont quasi ésotériques dans leur domaine, qu'on ne peut pas développer autrement qu'avec ce niveau de passion. Donc, si vous avez la chance d'avoir un hobby, faites confiance à votre hobby. Vous verrez, tout hobby, et j'affirme ça avec beaucoup de force, peuvent devenir un business. Même les hobbies les plus dingues. On en a un qui était passionné de collection de bouchons, je sais pas quoi. Ouais, ce genre de truc. Et ben, il nous a fait une super plateforme d'échange de collectionneurs. Il n'y a pas un truc, en fait, qui ne peut pas se transformer en gros business. Si vous avez la chance d'avoir quelque chose qui anime votre vie, vous avez gagné. Et c'est facile à comprendre. Si vous vous dites que vous faites une boîte pour réussir une boîte, ben vous avez le problème que si la boîte échoue, vous allez être très malheureux, vous allez être très down. Alors que quand vous avez un hobby, tout n'est que de l'upside. Puisque chaque jour que vous passez à faire votre hobby n'est finalement qu'un jour de plus où le voyage est intéressant. Ça marche pas à la fin, pas très grave. Vous pouvez parler de bouchons toute la journée. Et vous adorez les bouchons. Ou vous adorez les timbres, ou vous adorez la crypto, ou vous adorez machin. Et d'ailleurs, pourquoi la plupart des grandes technologies commencent toujours par des hobbies? Parce que la plupart des grandes technologies sont inventées par des gens qui n'ont aucune idée de leur application commerciale. Le dernier grand en date, c'est les cryptos. Si vous prenez les gens qui faisaient des cryptos il y a 8 ans, 7 ans, 6 ans, ce pas des gens qui pensaient qu'ils allaient devenir richissimes. C'est simplement des gens, soit qui voulaient détruire l'État, soit qui étaient des anarchistes passionnés, soit des espèces de gros geeks qui trouvaient ça incroyable de distribuer de l'information, etc. Les capitalistes, ils sont arrivés dans les cryptos il y a peut-être 2 ans. Ça a mis énormément de temps. Mais sauf que qu'est-ce qui se passe? Quand les capitalistes arrivent, ils n'ont pas d'autre choix que de faire confiance aux gens dont c'est le hobby. Parce que ça fait 5 ans qu'ils réfléchissent à la blockchain, ça fait 6 ans qu'ils réfléchissent à la décentralisation. Et en fait, sur un truc exponentiel comme ça, c'est énormément d'avance. L'informatique personnelle, quand vous regardez les histoires de Steve Jobs et Steve Wozniak et les grandes légendes Bill Gates, etc., ces gens-là, ils allaient dans des clubs amateurs d'informatique et le premier Mac a jamais été présenté pour être une entreprise. Le premier Mac a été présenté en disant « Regardez, on a construit ça dans notre garage, vous en pensez quoi ?» Et tout le monde a dit « J'en veux un, j'en veux un ». Et ils en ont vendu 10, puis ils en ont vendu 100, puis ils en ont vendu 1000. Puis là, ils se sont dit peut-être qu'il faudrait faire une usine, etc., etc. Mais ça, c'est le parcours le plus organique de l'entrepreneuriat et qui est fondé sur une passion. Ce n'est pas le seul chemin. Tout le monde n'a pas un hobby. Le deuxième chemin, c'est le chemin pragmatique. Alors, je vais vous donner un conseil. Dans la vie, quand on n'a pas de passion, il y a un truc qui fait qu'il y a un très beau moteur, c'est l'argent. L'argent, c'est un truc génial
parce que c'est neutre, universel, accepté partout. Il n'y a pas une société dans le monde qui n'a pas d'argent, pas une. C'est la fiction la plus universelle sur Terre. Aucune religion sur le monde a ce niveau de monopole. L'argent est aux idées ce que Windows était au système d'exploitation, quoi. C'était le truc réellement monopolistique. D'ailleurs, même, vous savez, les sociétés de troc où les gens s'échangent des trucs en disant à bas l'argent, je t'échange 3 poulets contre machin, et finissent tous par créer leur propre monnaie locale. C'est délirant. Bon, ils ne sont pas dans le système monétaire financier international, mais ils se rendent bien compte qu'en fait, les mecs qui ont créé l'argent n'étaient pas trop cons. Ils se sont dit, plutôt que transporter le poulet, je te donne 3 billets, tu m'en rends 2, c'est cool. Le poulet, il est là où il est, tu viens le chercher quand tu as faim, quoi. Donc il y a un truc incroyable avec l'argent, c'est que c'est une vieille fiction, c'est une fiction qui a été remplacée par rien. À chaque fois que quelqu'un a voulu remplacer le modèle de l'argent, il s'est planté. Et alors pourquoi l'argent, c'est très puissant? Parce que si vous n'avez pas de passion, ça vous permet d'avoir quelque chose de mesurable et objectivable. Le business est un monde formidable dans lequel soit vous avez raison et vous gagnez de l'argent, soit vous avez tort et vous en perdez. Et le montant que vous perdez, ce sera toujours le bon montant de la bonne leçon que vous méritez. C'est incroyable, c'est magique comme système. Ça se price naturellement, sans que vous ayez rien à faire. Et l'argent, c'est un truc incroyable, c'est que ça permet de ne pas réfléchir et d'être concentré fondamentalement sur un outcome qui est « j'ai raison, ça marche », « j'ai pas raison, ça ne marche pas ». Alors évidemment, l'argent, c'est en général une motivation de second ordre. Souvent, les entrepreneurs ne peuvent pas être entrepreneurs que pour l'argent parce que c'est trop dur. Mais s'il n'y avait pas l'argent, il y a peu d'entrepreneurs qui le seraient. Donc nous ne mentons pas, je sais bien qu'on est en France, que ça ne se fait pas. Entrepreneuriat social, humanitaire, circulaire, tout ce que vous voulez, génial. À la fin de la journée, si vous êtes entrepreneur, c'est aussi pour être libre. Et la façon la plus simple d'être libre, c'est d'avoir de l'argent. C'est un truc magique, l'argent, pour ça. Une fois que vous avez de l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même arrêter de travailler. C'est une grande liberté. Et c'est une liberté que beaucoup d'entrepreneurs aspirent à avoir. Alors, quand vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de passion et que vous ne savez pas quoi faire, réfléchissez de façon concrète à qu'est-ce que vous pouvez apprendre qui peut vous rapporter un maximum d'argent et créer cette boucle très simple et très neutre. Apprentissage, savoir, retour sur investissement. Apprentissage, savoir, retour sur investissement. Et si vous arrivez à créer cette boucle, vous verrez, c'est très satisfaisant. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Ouais, tel truc, c'est chiant, je sais pas quoi, c'est pas ma passion ». C'est marrant, à chaque fois qu'ils ont de la traction, ça devient bizarrement leur passion. Parce qu'en fait, c'est hyper enthousiasmant de faire quelque chose qui marche. Ça a l'air con, mais être envers et contre tous sur un truc qui ne marche pas parce que c'est une passion, c'est réservé à une toute petite minorité de cinglés. La majorité des gens, ils ont besoin d'un feedback positif du marché. C'est très dur de passer 10 ans de sa vie à faire quelque chose envers et contre tous. Passer 10 ans de sa vie à faire quelque chose envers et contre tous, c'est pas agréable. Si vous faites quelque chose et que vous avez un feedback de marché, c'est plutôt efficace. Et dans ce cas-là, comment vous sélectionnez une idée? Mais tout simplement en les testant. Les idées ne deviennent pas importantes. Et on va revenir concrètement sur les différentes constructions. Et la troisième voie, pour trouver des idées, c'est tout simplement de rejoindre le projet de quelqu'un. Alors ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent. Si vous prenez la voie 1, la voie des gens qui sont passionnés, etc., vous pouvez vous dire que ça peut être hyper intéressant d'aider quelqu'un à réaliser sa vision. Par exemple, je vais vous donner un petit secret que je ne raconte pas très souvent. Moi, j'y croyais pas du tout à The Family. Mais vraiment pas. Moi, le jour où j'ai appris que j'allais faire un incubateur, c'est un des pires jours de ma vie. Hein. J'étais là, putain, fais chier. On va jamais gagner de pognon. C'est le boulot le plus ingrat du monde, en fait, d'aider des entrepreneurs. Les gens qui veulent mentorer des entrepreneurs, c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Moi, je les connais, les bestioles. C'est quoi un entrepreneur? En général, c'est un mec qui écoute personne, qui est persuadé d'avoir raison envers et contre tous. Et puis, en plus, quand il se prend le mur parce qu'il a eu tort, il vous en veut de lui avoir dit qu'il allait se prendre le mur. Donc, en fait, c'est perdant, perdant, perdant. Le problème que j'avais, c'est que j'avais vraiment envie de faire un truc avec Alice. Et Alice, elle était à fond dans sa colonie de vacances.
Elle avait un truc, ça s'appelait le camping, qui est devenu le Nouma. Elle faisait des trucs, des démodés, des accélérations. Il y avait des entrepreneurs. Et quand on rentrait là-dedans, il y avait une énergie incroyable. Moi, ce qui me fascinait, c'était l'énergie d'Alice. Et donc, quand Alice me dit « Ouais, on va faire la même chose en privé, en mieux et tout », je me disais « Putain, on va vraiment faire ça ?» Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, c'est libérateur de travailler pour la passion de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que vous pouvez être très froid. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai commencé à démonter le truc. J'ai commencé à me dire « Ok, très bien. Si on veut faire un truc qui marche, qu'est-ce qu'on peut faire que personne d'autre ne fait ? Qu'est-ce qu'on peut casser que les autres ne font pas ? Pourquoi 99% des accélérateurs et des incubateurs ont tous le même modèle dans le monde ? Tout simplement parce que personne n'a compris le modèle original. Le modèle original, il a été créé par Y Combinator et Paul Graham. Quand Y Combinator et Paul Graham créent ce modèle, ils ont un contexte et un marché qui est la Silicon Valley, qui est un contexte unique. Vous pouvez pas juste... C'est pas parce qu'il y a des mecs qui montent sur scène et qui parlent avec des mots-clés et des buzzwords que ça devient la Silicon Valley. Non, la Silicon Valley, c'est quelque chose d'invisible, de profond. C'est le seul endroit au monde où on peut mettre de l'argent sur quelque chose qui n'existe pas et qui peut-être se plantera dans un an sans aucun regret. C'est ça le grand secret de la Silicon Valley. La Silicon Valley, le secret, c'est que c'est le seul endroit au monde où il y a plus d'argent que de projets. Partout dans le monde, les projets galèrent pour avoir de l'argent. La Silicon Valley, c'est une infrastructure où il y a plus d'argent que de projets. Qu'est-ce qui se passe quand il y a plus d'argent que de projets ? Les règles, elles changent. D'un seul coup, les héros, ça devient les entrepreneurs. D'un seul coup, le pitch devient hyper important parce que c'est le pitch qui attire des montagnes d'argent. Et les investisseurs deviennent des cheerleaders parce qu'ils ont peur de se mettre à dos, les entrepreneurs. C'est tout bête, la Silicon Valley. C'est une simple structuration économique d'une contrainte qui est qu'il y a trop d'argent, pas assez d'entrepreneurs. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'argent. La Vallée investit plus dans les startups que la somme de tous les autres écosystèmes dans le monde. Ça fait toujours rire quand les mecs sont là. Ouais, c'est où la prochaine Silicon Valley ? Nulle part. C'est comme ça. Les phénomènes dominants, ça ne se reproduit jamais. Dans l'histoire de l'humanité, quand la Renaissance est apparue, la Renaissance française n'a rien à voir avec la Renaissance italienne. Personne n'a jamais réussi à refaire la Renaissance italienne. Vous allez en Italie aujourd'hui, 90% de ce que vous voyez a été créé à la Renaissance. Vous imaginez qu'en moins de 150 ans, les mecs ont créé une industrie du tourisme qui perdure depuis 5 siècles et demi et qui est intacte. C'est ça en fait un phénomène exponentiel. C'est que vous n'avez pas un artiste, vous avez des milliers d'artistes. Vous n'avez pas une statue, vous avez des dizaines de milliers de statues. Et de la même façon, la renaissance de la vallée sur les startups, si vous voulez faire un truc ailleurs, vous ne pouvez pas copier. Et alors, pourquoi les gens copient ? Parce que les gens pensent que le modèle est la cause de la réussite. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, un modèle est la conséquence de la réussite. Pourquoi on fait des démodés dans la vallée ? Pourquoi on fait monter les gens sur scène pour pitcher ? Mais tout simplement parce qu'il y a trop d'argent. Si vous faites la même chose, qu'est-ce qui se passe dans tous les démodés en Europe et dans toutes les présentations investisseurs ? Les mecs, ils viennent, ils annonnent leur pitch. Gna, 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 gna. En plus, ils n'ont pas la chance d'être américains, parce que les Américains, c'est un truc extraordinaire en pitch. Ils vous pitcheraient vous-même, vous diriez « Putain, je suis trop cool ». Putain, je trouvais que j'étais vraiment mal dans ma peau, mais maintenant, depuis qu'il m'a pitché, je me sens mieux. C'est ça, dès que vous avez l'âge de 5-6 ans, vous faites des show and tell. C'est une éducation assez profonde au storytelling, en fait. Et donc, vous arrivez sur scène, vous pitchez, et il y a plein d'argent. Et donc, les gens, ils se battent. Vous faites la même chose en Europe, qu'est-ce qui se passe ? Les mecs disent je sais pas, ça a l'air compliqué quand même. Et le marché, et le business plan, et la case Excel F32, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Pourquoi si je change F16, F32 ne change pas ? Et les mecs ils se disent mec, il y a une arnaque là, je n'ai pas compris. Pourtant j'ai tout fait pareil, j'ai monté sur scène, j'ai regardé au loin. J'ai dit, I'm an entrepreneur. I'm here to disrupt something big and you will make a lot and lot and lot of money. Ok, super. Et en fait, les gens se rendent compte que la structure de marché n'est pas la même. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, quand vous faites quelque chose dans l'admiration de quelqu'un, vous pouvez être très froid et vous pouvez vous mettre à son service. De la même façon que je me suis mis au service de la vision d'Alice,
Et que tout ce qu'on a créé, c'est simplement une forme hyper originale d'une simple idée, d'un simple geste, qui repose sur le fait que Alice rêvait de créer une colonie de vacances. C'est ça, en fait, ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la plus belle colonie de vacances. Alors, avec des entrepreneurs, de l'argent, des parts, machin, tout ça. Mais tout ça, c'est l'intendance qui suit. Le cœur, c'est les gens. Le cœur, c'est l'amour des gens. C'est comment on fait quelque chose qui fait vibrer les gens. Comment on devient pote avec nos entrepreneurs. Pourquoi ça s'appelle The Family? Les gens me disent toujours, c'est quoi The Family? Mais c'est écrit, The Family. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? C'est la famille. Le message est là. Le message, c'est qu'on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Le projet est dans le nom et le nom est le projet. C'est comment vous créez ce sentiment d'appartenance quasi rationnel, c'est un peu secte, où les gens se disent « Ok, c'est l'endroit où j'ai envie d'être, c'est les gens avec qui j'ai envie d'être, et c'est l'endroit où j'ai envie de tester des choses, de faire des choses, parce que j'ai l'impression que les gens me ressemblent. » Et donc, vous pouvez réinventer le modèle de zéro. On n'a pas de démodé, on n'a pas de batch, on n'héberge personne, on n'a pas de fonds d'investissement, on n'est pas un VC. Souvent, les gens disent « Mais je ne comprends pas, vous faites quoi ?» Ben justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on fait quelque chose de tellement unique que c'est dur à décrire. Et ça, c'est un niveau où je vous souhaite tous de l'atteindre un jour. C'est que la plupart des bonnes idées sont indestructibles. Si je vous dis Amazon, c'est quoi ? Vous allez dire, c'est un site de e-commerce. Pas tout à fait. Plateforme de logistique? Pas tout à fait. Boîte dans l'IA? Pas tout à fait. Data center? Pas tout à fait. Et en fait, Amazon, c'est des centaines de choses dans une combinaison hyper rationnelle. Mais vous ne pouvez jamais créer un objet aussi complexe. Un objet complexe est impossible à décrire, a posteriori. Par contre, il est impossible à construire a priori. Jeff Bezos, il ne s'est pas installé dans un fauteuil et il n'a pas fait un schéma de tout ce que Amazon peut être en disant « Alors, on va vendre des livres. Quand on aura dépassé le milliard de profits dans les livres, on va utiliser pour lancer 10 nouveaux produits. Là, ça nous permettra de financer une infrastructure de serveurs qu'on louera à d'autres entreprises pour récupérer leurs data, savoir quelle boîte se vend le mieux sur Amazon et permettre de lancer ces produits en propre. D'ailleurs, on connaîtra les meilleures usines, on les achètera, comme ça on fera plus de marge et ça nous permettra de faire pas de marge sur les produits de consommation courante, beaucoup de marge sur les produits à faible volume et on va gagner une tonne de fric dans 20 ans. Voilà, c'est mon business plan, les gars. Non, Jeff Bezos, il a fait comme tout le monde, il s'est dit, tiens, est-ce que je peux vendre un livre? Ah, c'est marrant, les gens, ils ont acheté mon livre. Mais pourquoi ils ont acheté mon livre? Ils sont fous, les gens, ils ne me connaissent pas. Bezos raconte cette blague que j'adore, c'est qu'il s'est dit que le premier client d'Amazon, la première fois qu'un mec a commandé un truc sur Amazon, c'était un fou. Il dit, personne ne me connaissait, et il y a un mec qui arrive, il met sa carte bleue, et il attend de se faire livrer un livre, il reçoit le livre et il fait un petit email. Ah, merci beaucoup, très bien emballé. Et il s'est vraiment dit, les gens, ils sont fous. Moi, je ne commande pas. Vous connaissez la première version du site Amazon? C'était une page HTML où il fallait faire CTRL F pour trouver dedans. Et il y avait tous les livres du stock sur une seule page, en scroll. C'est ça, la première version de Amazon. Et après, les gens, ils racontent n'importe quoi. Jeff Bezos, le visionnaire, Jeff Bezos. Mais Jeff Bezos, le visionnaire, ça se construit. Si un jour vous avez 100 milliards sur un compte en banque, vous verrez un truc assez magique. C'est que d'un seul coup, le monde entier vient vous donner des idées. D'un seul coup, le monde entier vient vous éduquer. Et d'un seul coup, vous avez accès aux gens les plus intelligents du monde. Et donc, vous avez l'air d'être super intelligent. Mais c'est un processus organique, en fait. Personne ne démarre comme ça. Personne ne démarre en étant Jeff Bezos. On devient Jeff Bezos. On devient Mark Zuckerberg. Et la question, c'est à quel point vous avez et à quel moment vous avez envie de vous arrêter dans la courbe. Parce que est-ce que personne n'a vraiment envie de vivre comme il vit, tu vois? C'est quand même des vies timbrées. Donc c'est des choix personnels qui sont très profonds. Mais aucun de ces choix ne tient en fait à une idée. Amazon, c'est des centaines, de dizaines, des milliers d'idées qui se combinent, qui s'entrecroisent, qui meurent, qui testent. C'est des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché.
C'est des visions a posteriori, ils ont fait des choses en croyant A, et en fait ils découvrent que ça fait B. Et après ils disent à tout le monde, ouais, on a eu le plan de faire B. Parce qu'en fait, tout ça, c'est la réalité. Et la réalité, c'est complexe. Et il y a une seule façon de créer une idée complexe, et il y a une seule façon de créer une idée vraiment enthousiasmante, c'est de faire des choses et de laisser la réalité l'affiner. C'est un peu comme un processus de poterie où les mains, c'est le marché. Vous savez, la fameuse main invisible. Vous êtes la terre et vous proposez de l'argile. Et en fait, les mains invisibles du marché vont donner une certaine forme à votre poterie. Et c'est ça, en fait, être entrepreneur. C'est être dans ce processus permanent de poterie. C'est pas être sur une chaise, fermer les yeux et imaginer quelque chose qui un jour existera. Ça, tout le monde peut le faire. Ce que tout le monde ne peut pas faire, c'est de créer des choses. Alors, concrètement, où c'est qu'on peut trouver des idées ? En fait, les idées, il y en a partout autour de nous. D'abord, la chose la plus simple que vous pouvez faire, et je la recommande à tous les first-time entrepreneurs, et d'ailleurs à tous les entrepreneurs expérimentés le savent, c'est que la façon la plus simple de lancer quelque chose, c'est de copier. Alors Picasso avait cette phrase incroyable qui disait les grands artistes copient, les génies volent, et vous devez vous en faire vôtre dans l'entrepreneuriat. Alors je m'explique. Il y a un problème avec la copie, c'est que pendant très longtemps, on a confondu copie et clonage. Rocket Internet est un bon exemple de ça. Rocket Internet ne copie pas les boîtes, Rocket Internet clone les boîtes. Et cloner, c'est épuisant. Parce que cloner, ce n'est pas un processus actif et c'est surtout pas un processus créatif. Si vous clonez quelque chose, vous avez deux problèmes. Un, c'est un processus passif, parce que vous devez toujours attendre que l'autre fasse quelque chose pour le faire vous-même. En plus, c'est un processus très coûteux, parce que vous pouvez cloner les erreurs des autres, malgré votre bon jugement. Donc, regardez le nombre de boîtes que Rocket Internet a clonées, avec ce processus incroyable où la boîte se lance, Rocket se lance, la boîte lève sa A, Rocket lève sa A, la boîte lève sa B, Rocket lève sa série B, et puis ensuite la boîte fait faillite, Rocket fait faillite. C'est fabuleux comme process en fait. Parce que le clonage, c'est épuisant. Et en plus, quand vous clonez, vous êtes face à des mecs qui sont tellement profonds, tellement créatifs, tellement puissants, que ça vous vide de votre énergie. C'est ce qui s'est passé avec Airbnb. Vous imaginez ce que c'est cloner Brian Chesky ? C'est infaisable. Le mec, il a sans doute une vue à 200 ans de ce que Airbnb peut être. Il a vécu 3 ans dans des Airbnb. Tous les jours, il a une nouvelle idée. Tous les jours, il veut faire un nouveau truc. Et vous êtes là et vous clonez. Mais c'est insuivable. Vous ne pouvez pas imiter cette énergie de l'extérieur. Ça, c'est le genre d'énergie qui viennent de l'intérieur. Vous ne pouvez pas regarder un mec et vous dire « Tiens, je vais faire pour lui ». Pour prendre une image sportive, assez métaphorique pour moi, c'est imaginer que vous essayez de faire tout l'exercice d'un champion olympique et vous dites « C'est ça le sport ». C'est de faire tout ce que ce mec fait et vous tombez sur Usain Bolt. Il faut combien de temps avant de vous taper une crise cardiaque et de mourir ? Il y a un moment, c'est juste épuisant. Usain Bolt, il est Usain Bolt parce qu'il a une vie particulière, etc. Non, la copie, c'est pas ça. La copie, c'est l'appropriation de 80% du travail pour vous concentrer que sur les 20% de votre propre version. Pourquoi ? Parce qu'en fait, copier quelque chose, c'est un processus créatif, innovant et parfaitement personnalisable. Pourquoi ? Parce que quand vous copiez, vous ne faites que donner votre propre version au monde de ce que le monde a déjà proposé. Si vous vous dites « je vais faire un hôtel », ben évidemment que ça ne sert à rien de tout réinventer. C'est complètement con. Vous allez faire quoi ? Vous allez découvrir et tâtonner pour réinventer la compta d'un hôtel, le business model d'un hôtel, comment une chambre fonctionne, une serrure. Vous allez rester 6 mois en R&D en vous disant « bon, dans notre hôtel, on aura un truc, ça ferme les espaces. Et bon, peut-être que c'est comme ça ou comme ça. Et puis on mettra un truc dessus qui permet de garder la vie privée. » Attends, tu parles d'une porte et d'une serrure là ? Ouais. Mais c'est tout nouveau. C'est révolutionnaire. Non, la serrure, c'est un truc qui fonctionne bien, technologie du XIIe siècle.
Vous pouvez avoir des petites variations, serrure électronique, carte magnétique, peu importe. Mais à la fin de la journée, si vous ouvrez un hôtel, personne ne vous attend sur la serrure. Vous voyez vraiment un critique d'hôtel venir et dire « Les gars, cet hôtel est incroyable, c'est la plus belle serrure que j'ai jamais vue. » On arrête là, je dors dans le couloir. Vraiment là, écoutez, si vous permettez, j'aimerais faire un bisou à cette serrure parce que j'ai jamais vu une serrure pareille. Personne dit ça. Et pourtant, les entrepreneurs ont ce genre de trip. Les entrepreneurs pensent que tout réinventer, c'est ce qui fait d'eux des entrepreneurs. Je dis pourquoi ? Non, ce qui fait quelqu'un d'un entrepreneur, c'est de gagner stratégiquement un marché. Et pour gagner stratégiquement un marché, il faut savoir qu'est-ce qu'on copie, qu'est-ce qu'on prend et où on innove. Et on innove où ? Sur ce qui justement ne va pas. Parce que ce qui est incroyable, c'est que quand on invente quelque chose de zéro, on a la chance de pouvoir éviter les erreurs qui ont déjà été faites. Prenez cette valeur pour ce que c'est. En fait, la copie, c'est un processus d'apprentissage. Chaque œuvre d'art démarre par la copie. Regardez en musique. Regardez les reprises en musique. Les reprises en musique ne sont pas simplement quelque chose qui est une pure copie de ce qui a déjà été fait. Non, c'est le fait d'apporter sa propre voix à une chanson, à des paroles, à un rythme, à un beat, et c'est de pouvoir en extraire de la valeur et de pouvoir en extraire un nouveau geste. Dans la musique, ça arrive tout le temps. Regardez le nombre de reprises dans la musique qui sont mieux que l'original. On connaît la reprise, mais on ne connaît pas l'original. Parce que finalement, l'original, aujourd'hui, ça sonne plus dans l'air du temps, c'est anachronique, on n'arrive plus à vibrer avec la version originale. Alors que la reprise, on la trouve tellement fraîche, tellement chill, on vibre avec ça. Et bien l'entrepreneuriat, c'est la même chose. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'amener votre propre version à des choses qui existent déjà. C'est de faire quelque chose où vous vous dites, ok, ça existe déjà, mais moi, je vais apporter ma propre version et je vais apporter mon propre instinct. Et si vous regardez autour de vous, il y a des milliers d'idées que vous pouvez faire. J'ai jamais compris ce truc où les gens ils se disent, je cherche une idée, j'invente une idée seule dans ma cave. Là, je vais chercher sur Google et je vois un obscur mec en Thaïlande qui fait la même chose. Je dis, ah non, merde, ça existe déjà. What ? Mais pourquoi ? Est-ce que vraiment le type en Thaïlande ou aux États-Unis est déjà dominant ? Est-ce qu'il a parlé à tous les clients possibles ? Est-ce qu'il a fait tous les segments ? Est-ce qu'il machin ? Enfin, vous n'imaginez pas l'argent qu'on peut faire à partir du moment où on s'enlève cette espèce de poids mythique de l'originalité ultime. Comme si le jeu, c'était de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait. Quand on fait quelque chose que personne n'a jamais fait, c'est simplement qu'on est ignorant. C'est qu'on ne sait pas tout ce qui a été fait. D'ailleurs, by the way, je peux vous donner un petit conseil. Il y a un petit test qui marche à tous les coups. Si vous avez une idée qui a une très faible barrière technologique à l'entrée, très très faible, et que ça a l'air de ne pas exister, ça veut dire que tous les mecs qui l'ont fait ont fait faillite. Ça, c'est un vrai insight et c'est un vrai secret. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Tout a déjà été fait. Tout le temps. Et donc, le fait d'être premier à quelque chose, ça n'existe pas. Le fait de faire quelque chose dans une certaine combinaison, avec le petit détail qui tue et qui fait la différence, ça oui, ça existe. Mais c'est pour ça que copier, c'est un processus noble. Et d'ailleurs, dans l'art, pendant très longtemps, à l'époque où les artistes avaient encore des formations, la formation classique d'un artiste, c'était de copier les grands chefs-d'œuvre. On commençait par copier, on apportait sa touche, 10%, 20%, jusqu'au moment où on se sentait prêt à créer sa propre œuvre. Et créer sa propre œuvre, c'était l'aboutissement et le cheminement d'une démarche. Pourquoi l'entrepreneuriat serait différent ? Pourquoi l'entrepreneuriat serait un objet où en fait le but du jeu, c'est d'être exclu des autres, de vivre dans sa bulle, de vivre dans son échelle et de ne rien avoir de connecté au réel ? Bien sûr que si, l'entrepreneuriat c'est comme l'art. Il n'y a aucune différence entre le geste artistique et le geste entrepreneurial. La probabilité de faire un chef-d'œuvre du premier coup, du premier trait, n'existe pas. Personne ne construit un chef-d'œuvre comme ça. Et même les grandes idées autour de vous. Est-ce que Facebook, c'est Facebook ? Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était Facebook il y a 10 ans ? Est-ce que vous arrivez ne serait-ce à imaginer étape par étape le processus par lequel Facebook est passé pour devenir Facebook ? Qu'est-ce que c'est Facebook aujourd'hui ?
C'est indestructible. Imaginez, vous rencontrez un alien, il ne connaît rien à nos sociétés humaines, et vous avez 30 secondes pour lui expliquer ce qu'est Facebook. C'est impossible comme exercice. Parce qu'en fait, Facebook, c'est devenu quelque chose de protéiforme, avec en plus maintenant des filiales, WhatsApp, Instagram, machin, qui en fait ont des effets de réseau entre elles. Et la façon dont votre mère utilise Facebook, c'est pas la façon dont vous utilisez Facebook, qui n'est pas la façon dont votre petit frère utilise Facebook. Combien il y a de versions de Facebook en parallèle aujourd'hui? Combien il y a de façons d'utiliser Facebook? Combien il y a d'usages de Facebook? Il y a des gens qui utilisent Facebook pour des trucs absurdes. Par exemple, il y a des entreprises qui créent des groupes Facebook en mettant tous leurs documents confidentiels dedans. Ce n'est pas une blague. Parce qu'ils trouvent ça sympa, les groupes Facebook. On peut poster des gifs, ça rend le truc plus cool. Est-ce que vous croyez vraiment que Mark Zuckerberg, quand il a créé Facebook, dans sa chambre à Harvard, s'est dit un jour, une grande entreprise française créerait un groupe pour partager des secrets industriels dedans? Déjà, il ne savait pas ce qu'était un groupe. Il n'avait pas l'image de ça. Et il n'aurait jamais imaginé que des gens puissent être aussi dingues. Et c'est ça qui est fou. La réalité est toujours plus étonnante que votre imagination. Trump en est la preuve vivante. Hein. Imaginez, vous allez voir un film. Et Trump est dans le film et il est président américain. Vous sortez du film. Qu'est-ce que vous dites? Vous faites un commentaire Télérama. Je trouve que les scénaristes ont été un peu loin dans la fiction. Bon, le mec est maintenant président des États-Unis, vous faites quoi? Vous prenez l'info et vous réévaluez ce qui est possible et vos standards. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Les idées ne sont pas réelles puisque les idées n'en sont que ce qu'on en fait et la façon dont les gens les réceptionnent. Et des fois, les gens réceptionnent des idées de façon très différente. Un des exemples qui m'a le plus fasciné dans l'histoire du monde, c'est Flickr. Alors, c'est une vieille boîte. Je pense que beaucoup de gens ici ne savent même pas ce que c'est, mais c'était un truc où on postait des photos. C'est un peu le premier MySpace avant MySpace, une sorte de réseau social où on postait des photos. Et en fait, ça a été créé à l'origine. Vous jouez à un jeu vidéo et vous prenez en photo le résultat, votre scoreboard, parce qu'à l'époque, les jeux ne sont pas en réseau, et vous le postez sur Internet pour vous la péter. Ouais. Et ça a levé 5 millions de dollars. Hein. Quand je vous dis que dans la vallée, il y a plus d'argent que d'idées. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont vu ce truc. Ils se sont dit, what the fuck? Par contre, c'est assez marrant. La techno est pas mal pour mettre mes photos de vacances. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Flickr? Ils ont embauché une dizaine de modérateurs dont le seul boulot était de traquer les mecs qui utilisaient Flickr pour mettre leurs photos de vacances en leur disant, ici, c'est une plateforme pour les jeux vidéo, dégage. Et puis en fait, c'est devenu tellement dingue qu'ils ont dû embaucher 10 modérateurs de plus. Et un jour, ils ont eu cette conversation en board. J'aurais tellement voulu être dans cette pièce ce jour-là. Où leur invest leur dit, attendez, je ne comprends pas les gars, c'est qui tous ces modérateurs que vous embauchez là? Il dit, ouais, les gens c'est des connards, ils mettent leurs photos de vacances. Leurs photos de vacances? Ouais, mais combien de gens mettent leur score de jeux vidéo? Personne, il n'y a que des photos de vacances sur notre site. Alors attendez, on va essayer de la faire simple. Donc, d'un côté, vous faites un outil pour que les gens mettent leur score de jeux vidéo, mais toute évidence, personne n'en a rien à foutre, personne ne met de score. De l'autre côté, il y a des gens qui l'utilisent malgré la modération, qui trouvent un moyen d'utiliser votre plateforme envers et contre vous, et c'est en croissance comme ça, et vous embauchez des gens pour arrêter la croissance. Vous êtes malade en fait. Et là, les mecs se sont dit, ouais, tiens, c'est marrant, faudrait peut-être pivoter. Et vous savez qui est ce mec? C'est le fondateur de Slack. Ce mec, ensuite, a créé Slack. Donc, c'est pour vous dire, on peut être vraiment, vraiment stupide quand on est entrepreneur et qu'on est le nez dans le guidon. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, j'ai fait une erreur que je n'en ferai plus jamais. J'étais obsédé par mon idée. J'étais tellement obsédé par mon idée que j'ai oublié que le but, c'est pas d'avoir raison. Le but du jeu, c'est de gagner. Si vous gagnez en ayant tort, c'est pas grave. Vous gagnez. Le but du jeu, c'est pas de prouver au monde que vous aviez raison, que votre vision était la bonne. Ok, vous avez créé un truc, c'est utilisé différemment. Mais vous devez embrasser le fait que ce soit utilisé différemment. Vous devez en être heureux. Vous devez l'utiliser à votre faveur et à votre avantage. Alors,
Une des façons de trouver des idées, c'est simplement d'être data-driven. Et il y a 3 grandes techniques. D'abord, vous pouvez regarder les best-sellers vendus sur Amazon pour savoir qu'est-ce que les gens aiment. En fait, il y a plein de sources de données dérivées pour savoir qu'est-ce qui sera bientôt une tendance. Si vous voyez que les gens cherchent plein de livres sur un sujet donné, vous pouvez vous intéresser au sujet donné. Et ces datas, elles ont la chance d'être disponibles puisque Amazon classe dans toutes les rubriques les meilleures ventes. Et ça vous donne franchement un snapshot assez intéressant de quelles sont les données. Alors, une autre source de data de ce type-là, c'est Google Trends. Un autre exemple de data qui vous est accessible, c'est les démographies sur Facebook dans l'interface pub. En fait, vous avez plein aujourd'hui sur Internet de façons de savoir non pas si une idée est intéressante, mais de savoir à quoi les gens s'intéressent en ce moment. Par exemple, je vais vous donner une idée sur laquelle on travaille actuellement. On la garde entre nous, ok? C'est secret. Non, je rigole. C'est la bière sans alcool. Prenons cet exemple, la bière sans alcool. Aujourd'hui, dans le monde, quand vous vendez de la bière, dans à peu près tous les pays, vous avez d'ailleurs la bière ou n'importe quel alcool, vous avez une taxe spécifique sur l'alcool. Donc la TVA des alcools, elle n'est pas à 20%, elle est à 20 plus quelque chose. Alors, il y a des pays délirants, genre la Finlande. En Finlande, la bière, c'est, je crois, 70 ou 80% de taxes. Ce qui fait que la bière, c'est vraiment, vraiment très cher. Et si vous allez dans un supermarché en Finlande, en Suède ou en Norvège, qui sont des pays qui ont des taxes sur l'alcool complètement délirants, que vous regardez le prix de l'alcool des boissons alcoolisées et le prix des boissons non alcoolisées, la différence de ratio est délirante. Alors, ce qui est marrant avec la bière sans alcool, c'est qu'une bière sans alcool, si vous regardez Heineken Zero ou n'importe quelle bière sans alcool, elle est vendue exactement le même prix qu'une bière. Psychologiquement, vous achetez une bière. Pourtant, il y a beaucoup moins de taxes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a plus de profits et surtout, ça veut dire que vous avez dans la chaîne de valeur un pourcentage d'argent disponible pour aller corrompre la chaîne de valeur. Parce que vous pouvez donner plus de points aux distributeurs et vous pouvez dire aux distributeurs, si tu vends une bière avec alcool, tu gagnes X. Si tu vends une bière sans alcool, tu gagnes X plus 10. Et je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, mais il y a de plus en plus de gens qui boivent des bières sans alcool. Comment nous, on a découvert ça? Tout simplement en tapant dans Google Trends « bière sans alcool ». Il faut regarder la courbe, c'est délirant. Oui, parce qu'en fait, les gens, quand ils sont intéressés par un truc, ils le tapent dans Google. C'est bizarre, vous pouvez vous dire, mais qui va taper bière sans alcool dans Google? En fait, parce qu'il y a... Comment? Les femmes enceintes. Oui, non mais c'était plus métaphorique comme question. C'était plus quelle idée d'aller taper sur notre truc sur Google. Tu vas dans un supermarché, tu achètes ta bière sans alcool. Mais non, en fait. Les gens se renseignent, ils cherchent des infos, etc. Donc, effectivement, il y a les femmes enceintes, il y a Kasher, il y a Halal, il y a tous les gens qui ne veulent pas boire d'alcool, il y a tous les gens qui mangent du quinoa. Enfin, c'est que des marchés en pleine explosion. Et bien, vous voyez, ça, c'est typique d'un raisonnement que vous pouvez entièrement faire de façon data-driven. Et ensuite, tout le jeu, c'est quelle est votre version de la bière sans alcool. L'entreprise que nous, on lance en ce moment avec des entrepreneurs as a family, la question, c'est quelle va être la marque? Est-ce que ça va résonner chez les gens? Est-ce qu'on va avoir le bon packaging? Est-ce qu'on va avoir la bonne expérience? Est-ce qu'on va avoir le bon marketing, etc. Mais l'idée bière sans alcool, elle est déjà là, autour de nous. Et c'est déjà une évidence que quelqu'un construira une boîte qui vaut 1 milliard dans la bière sans alcool. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Le product market fit, il est évident. La structure de coût, elle est évidente. La structure de marge est évidente. Et le pricing est évident. Vous voyez, il n'y a pas besoin de réfléchir à tout ça. La seule chose sur laquelle vous avez besoin de réfléchir, c'est le marketing, le nom, la marque, etc. Parce que c'est là où, en fait, vous pouvez faire toute la différence. Et c'est là où vous donnez votre propre version des choses, votre propre ambiance. Et regardez Red Bull, c'est un très bon exemple de ça. Imaginez, pour rester dans les boissons, vous êtes un entrepreneur et vous goûtez Red Bull. Vous dites quoi?
dites c'est trop bon? Non, vous dites c'est dégueulasse ce truc. Maintenant, imaginons que vous faites un focus group avec 20 personnes. Et vous dites bonjour, j'ai décidé de lancer une boisson festive pour la nuit. D'ailleurs, j'aimerais vous faire goûter la boisson. Et vous mettez tout ça dans un verre et vous faites goûter aux gens. À votre avis, quelle est la probabilité que les gens disent ah, intéressant, ce petit goût amer, qui a l'air tellement chimique, c'est exactement ce que je cherchais. Bon, qui ici boit du Red Bull? Non mais faites pas semblant les gars. Toi je t'ai repéré toi. Lève la main. Évidemment en fait on a tous fini par boire un Red Bull parce qu'on a tous fini par croire à cette histoire que c'était une boisson énergisante. D'ailleurs le fait qu'elle soit dégueulasse ça participe au produit. On se dit ça marche ce truc. C'est pas possible qu'autant de gens en boivent en étant aussi dégueulasse si ça ne marche pas. Et vous voyez ce genre de prophétie autoréalisatrice. D'ailleurs quand vous voyez les interviews du fondateur de Red Bull, il dit... Ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on a travaillé avec des agences marketing, ils nous ont dit de changer la recette pour que ce soit meilleur, parce que c'est le feedback des clients. Mais les clients, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est le problème avec les idées. Le problème des idées, c'est qu'on ne peut pas discuter des idées. Si vous demandez à un type qui a une Porsche, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, il vous construit une Volvo. Mais une fois qu'il a construit la Volvo, il n'en veut plus. Parce qu'en fait, il voulait une Porsche. Mais ça, il ne le sait pas. Et pourquoi il veut une Porsche? Pas parce que la Porsche est une voiture confortable. Non, tout simplement parce que la Porsche, ça envoie un message, ça envoie un signal. Et en fait, c'est ça le talent d'un entrepreneur. Le talent d'un entrepreneur, c'est de rendre quelque chose qui est indescriptible, réel. C'est indescriptible, Red Bull. Qu'est-ce que vous voulez aller décrire Red Bull? Reprenons l'expérience de l'alien de tout à l'heure, pauvre alien. Après s'être tapé 30 minutes avec vous sur Facebook, maintenant il vous demande c'est quoi Red Bull? Oh. Alors, ça a des nutriments? Pas vraiment. C'est bon pour la santé? Non, c'est même d'ailleurs plutôt déconseillé quand on a des problèmes de cœur. D'ailleurs, même quand on n'a pas de problème de cœur, apparemment ça en produit. Et c'est assez célèbre comme boisson? Ouais, on adore. On adore. À 3 h du matin, un Red Bull, c'est vraiment le truc qui sauve, quoi. Donc vous voyez, c'est des constructions qui ne sont pas possibles à décrire a priori. Vous ne pouvez qu'a posteriori vivre ces descriptions. D'ailleurs, et j'en viens à ce point extrêmement important, faut-il parler de ces idées ou est-ce que je vais me faire piquer mon idée? Alors, ça a l'air d'être un sujet un peu moins courant dans l'écosystème qu'il y a 5 ans. Malgré tout, je reçois encore un DNA tous les 3 mois. Alors, juste un truc, les idées, ça ne se pique pas. Puisque de toute façon, les idées, si quelqu'un veut vous la piquer, il vous la piquera au lancement, 6 mois après, 3 ans après. Peu importe, il y a toujours un moment pour piquer une idée. Et les gens n'imaginent pas à quel point il est toujours possible de faire une boîte. Par exemple, vous connaissez la deuxième plus grande boîte de smartphones française? Quelqu'un peut me citer la deuxième marque la plus vendue en smartphone en France? Wiko. Qui m'a cité Wiko? Ouais, t'as un Wiko ou pas? Non. Qui a un Wiko ici? Ok, qui connaît Wiko? Voilà. Wiko, ça a été créé à Marseille il y a 4 ans. 4 ans. Ça vient d'être vendu pour 2 milliards à des Chinois. Dans le genre unicorn française dont on ne parle pas. Le mec avait 100% de la boîte, hein, il n'a jamais levé de fonds. Juste, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Et le mec, il a créé ça à Marseille. Enfin, j'ai rien contre Marseille, hein, mais... Et le mec est le deuxième vendeur de téléphones portables en France. Deuxième. Et il n'y a pas un mec dans cette pièce qui a un Wiko. Imaginez la fragmentation de ce monde. Imaginez le niveau de distorsion de réalité dans lequel on vit. Vous êtes il y a 4 ans dans une pièce avec ce type et il vous dit « Ouais, j'ai une super idée, je vais lancer une marque de smartphone. » Ah ouais? D'ailleurs, ce sera un smartphone 10 fois moins bien que la concurrence, mais 100 fois moins cher. Ah ouais? Bizarre. Quel est le coup de génie de Wiko? Qu'est-ce que Wiko a su comme secret que personne ne savait? Comment? Le Made in France. Connerie de Montebourg, ça.
personne n'achète un truc parce que c'est made in France. D'ailleurs, je pense que, by the way, ils font tout pour avoir l'air de ne pas être français. Et parce que je me suis fasciné récemment pour le phénomène Wiko parce que je ne connaissais pas. J'ai pris une claque dans la gueule. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout à The Family, quoi? Le mec, il fait une boîte à 2 milliards en 4 ans. J'ai pris tous mes entrepreneurs, je les ai tous engueulés. Je leur dis alors, il paraît que c'est pas possible. Le mec est à Marseille, les gars. Il n'a pas levé de fonds. Non, Made in France, tout le monde s'en fout. C'est vraiment un truc, enfin, tout le monde s'en fout. Il y a bien des gens pour qui c'est important, mais ça ne fait pas un marché. Tu viens pas. Quand tu as un iPhone dans la main et un Wiko, et tu dis pas, ouais, Made in France, trop cool. Non, c'est pas le Made in France. C'est le seul téléphone vendu dans tous les supermarchés français. Carrefour, Leclerc, Auchan. Est-ce que vous avez vu un autre téléphone qu'un Wiko? Ils ont des exclus avec tous les supermarchés. Un jour, le mec s'est réveillé et a découvert qu'un quart des smartphones en France étaient vendus dans des supermarchés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les patrons de supermarchés et leur a dit « On va fabriquer un téléphone made in France. Vous allez virer tous les autres téléphones. Vous gagnez en moyenne sur un téléphone 6 euros, 7 euros de marge distributeur. Moi, je vais vous en donner 100. Mais en échange, vous me virez tout le monde. Je vais gagner beaucoup moins d'argent. Je vais partager énormément de valeur avec vous, mais ça s'appelle de la corruption active. C'est comme ça qu'on se construit un business. On a une source de distribution unique. On a des gens captifs. Un quart des téléphones en France sont vendus en supermarché. Imaginez que vous arrivez à convaincre un seul supermarché, genre Auchan, de ne plus vendre que votre téléphone. Et comment vous faites ça? Vous allez voir le directeur des achats et vous lui dites combien tu gagnes par téléphone? Ok. Eh ben moi, je te propose de gagner 4 fois plus, 5 fois plus par téléphone vendu. Avec un téléphone qui coûte 2 fois moins cher. Et on s'en fout, ce sera de la merde. Les gens, ils arrivent en supermarché. Le mec leur dit, voilà, c'est notre téléphone, Wiko, machin, Techno, Made in France, blah. Et là, vous déployez tout le marketing. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Vous faites quoi? Vous allez à l'Apple Store? Franchement, vous êtes là en train de faire le course, il y a le gamin qui braille, vous avez besoin du téléphone, ben vous l'achetez le téléphone. Parce que ça s'appelle un marché captif. De la même raison que tout le monde ici a un jour acheté un sandwich 20 euros dans un aéroport parce qu'il avait vraiment la dalle. C'est en fait exactement le même raisonnement. C'est que la distribution gagne toujours sur n'importe quel produit. Une boîte, ça ne se définit pas par son produit, ça se définit par sa distrib. Si vous avez un point de distribution unique, exclusif et formidable, vous avez un avantage que personne d'autre n'a. Et résultat, les mecs, ils ont déployé une stratégie assez simple. Ils ont déployé des apps embed, ils se sont fait payer pour du marketing, ils ont commencé à gagner de l'argent, non pas en vendant le téléphone, mais en vendant les apps qui étaient installées dessus. Ils ont inventé leur propre App Store, etc., etc. Et vous avez une boîte qui, aujourd'hui, vend 60% du nombre d'iPhone qui est vendu en France. En 4 ans. En 4 ans. Et qui s'est vendu pour 2 milliards à des Chinois parce que les mecs n'arrivent plus à assurer la prod. D'ailleurs, au passage, Wiko n'est plus made in France parce qu'en fait, c'est impossible en France de produire autant de téléphones. On n'a pas l'infrastructure que Shenzhen a. Et si Shenzhen produit tout dans le monde entier, c'est pas juste parce que c'est des Chinois. C'est aussi parce que maintenant, ils ont un écosystème autour des usines qui est unique en composants, en matières premières, etc., que tu peux pas avoir à Marseille. C'est d'ailleurs complètement dingue que les mecs aient réussi à devenir le deuxième vendeur de téléphone depuis Marseille. Enfin, ça vous montre... Non, mais c'est pas un truc contre Marseille. Ça aurait pu être Lyon, Bordeaux, Tours ou je sais pas quoi. C'est qu'en France, la France, c'est un pays jacobin centralisé où seul Paris existe. Vous arrivez à construire un truc industriel en dehors de ça, c'est hallucinant comme histoire. Mais ça montre que si vous tweaker une idée. Quelle est la différence entre Wiko et les autres? C'est un tout petit secret dans une toute petite chaîne de valeur qui est la distrib. Tout le reste est pareil. L'interface, Android. Le téléphone, je suis sûr qu'ils l'ont copié sur un Android, etc., etc., etc. Ils n'ont réfléchi sur rien. Ils ont réfléchi sur une seule chose. Une seule. Comment gagner les supermarchés. Et une fois qu'ils ont eu ça, tout le reste n'est que copié sur les autres. Donc vous voyez, le but du jeu, c'est pas d'inventer ou copier. Le but du jeu, c'est d'être intelligent. C'est de faire les choses contextuellement pour qu'elles fonctionnent. Et encore une fois, le but du jeu, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Wiko, pour le coup, ils ont parfaitement gagné. Et donc,
Quand vous avez peur, en exposant votre idée, que quelqu'un va vous la piquer, bah ça ne marche pas comme ça en fait. Parce que quelle est la probabilité que vous parliez à quelqu'un, que vous lui racontiez votre idée, et que là le mec vous dise, écoute, c'est génial, je vais tout arrêter dans ma vie, et maintenant la seule mission que j'aurai, c'est de faire la même chose que toi dans ton dos. Mais personne ne fait ça. C'est un fantasme total. Et c'est un fantasme qui vient très souvent du fait que les entrepreneurs accordent à leur intelligence une valeur beaucoup trop importante. Ils pensent qu'ils sont tellement intelligents, qu'ils ont une idée tellement lumineuse et brillante que cette idée va s'imposer à tout le monde et que cette idée, par la simple verbe, va devenir incroyable. Alors moi, souvent, je leur dis, mais comment tu vas la créer, ton idée? Parce qu'il y a bien un moment, il va falloir quand même en parler à quelqu'un, quoi. Je fais signer des NDA. La meilleure apply qu'on ait jamais reçue à The Family, c'est un mec qui nous a écrit un email avec une lettre d'avocat où l'avocat disait « Cette idée vaut 1 milliard. Si vous voulez savoir, signez le contrat 6 juin. » Et c'était un vrai avocat. Alors j'ai vérifié sur le site du barreau, il y a vraiment un mec qui a dû prendre 1000 balles à un pauvre type pour lui écrire cette putain de lettre et ce putain de contrat, même voire plus. Et je vois trop la scène. Ouais, champion du monde, 1 milliard. Tu veux que j'écrive 1 milliard? Attends. Alors, 1 milliard. Donc, on est jamais à l'abri, en fait, de ce genre de phénomène. Assez concrètement, le but du jeu, quand vous êtes entrepreneur, c'est donc pas d'avoir d'idées, mais de les exécuter et de trouver la façon la plus simple de rendre intelligible ce que vous faites. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, les bonnes idées, ça ne s'explique pas. Ça ne veut pas dire que ça ne se pitche pas. C'est pas parce que vous ne pouvez pas expliquer la réalité opérationnelle d'Amazon qu'il n'existe pas un pitch pour expliquer Amazon en ne donnant pas la réalité des faits. Un pitch, ce n'est pas le réel. Un pitch, c'est une abstraction, une approximation du réel qui permet à quelqu'un d'avoir le sentiment de comprendre ce que vous faites et d'engager la conversation. Une des erreurs que les entrepreneurs font quand ils font un pitch, c'est qu'ils pensent sincèrement que le but du jeu dans leur pitch, c'est d'expliquer la totalité de leur idée dans une phrase. Et d'ailleurs, il y a des assez mauvais préparateurs au pitch, puisque souvent, il y a des gens qui prétendent que dans une phrase, on peut tout décrire, le marché, la segmentation, la clientèle, la proposition de valeur, etc. C'est pas ça un pitch. Un pitch, c'est comme un entonnoir comme ça, où vous commencez par la chose qui est le hameçon, la chose la plus incroyable et la plus enthousiasmante que vous pouvez avoir. Et ensuite, petit à petit, ça monte. Et petit à petit, vous avez de plus en plus d'informations si la personne est intéressée. Alors, c'est comme un escalier. Il faut que vous construisiez votre pitch avec des marches. La première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je peux raconter sur mon idée, qui est une première marche que tout le monde peut comprendre. Par exemple, moi, quand je suis dans des audiences avec du grand public et qu'on me demande ce qu'est The Family, je dis The Family, c'est une société d'investissement. Voilà. Facile, tout le monde comprend, société, investissement. Ok. Le mec doit investir dans des startups. Ok. Alors, si le mec est intéressé, il va dire « Ah, mais vous investissez combien ?» Ah. Donc, en fait, on n'investit pas d'argent, on préfère offrir des services, de l'éducation, du support et du réseau en échange d'une petite part de capital de 5%. Vous voyez? Deuxième marche. Mais attendez, pourquoi les gens vous donneraient de l'equity gratuitement? Ah, ben, je ne pense pas que c'est gratuit, je pense qu'on a beaucoup de valeur ajoutée. D'ailleurs, on laisse 1 an aux gens pour changer d'avis. Troisième marche. Et donc, vous voyez, 80% des gens peuvent s'arrêter à la première marche parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir plus. Société, investissement. Peut-être que 20%, 17% va monter à la deuxième marche. Peut-être 3% va monter à la troisième marche, etc., etc. Quel est le problème la plupart du temps quand on a une idée? C'est qu'on veut absolument l'expliquer dans toute sa beauté, ne surtout pas la caricaturer et toujours dire « Ah, mais c'est plus que ça ». Moi, j'adore quand il y a des fans de The Family, oh, c'est quand même plus que ça. Oui, mais on s'en fout en fait. Toi, tu le sais, moi, je le sais, mais tout le monde s'en fout. Et alors, retenez ce principe qui est très important quand on est entrepreneur. Tout le monde s'en fout et tout le monde ment. C'est 2 règles. C'est-à-dire que personne ne vous dira jamais ce qu'il pense réellement.
Si vous tombez sur quelqu'un qui pense que votre idée, elle est pourrie, il ne vous le dira jamais. Vous n'imaginez pas à quel point ça doit être votre métier pour oser regarder un mec dans les yeux et lui dire... Je vais d'ailleurs vous révéler un secret. C'est censé être mon métier. Je suis censé être honnête et transparent avec les gens qui viennent me présenter leur idée. Vous imaginez pas le nombre de fois où j'ai pas le courage de le faire. J'ai pas le courage de le faire. Impossible. Le mec, il est soit trop mignon, soit il a l'air trop enthousiaste. Mais des fois, j'ai l'impression, vous savez, c'est vraiment cet enfant qui vient avec un dessin et vous êtes avec la matraque. Et des fois, il est trop chou, quoi. Et c'est les pires situations, en fait. Parce que vous commencez à être hyper embarrassé, et vous dites, ah ouais, non, oui, ça pourrait marcher, oui. Alors, il y a des petites astuces quand les gens parlent au conditionnel, ou vous parlent un des trucs quand les gens ne veulent pas vous dire ce qu'ils pensent réellement, ils parlent d'un copain qui a fait autre chose. Pensez à ça. Vous pitchez un truc, et d'un seul coup, vous dites, ouais, ça me fait penser à machin. C'est une façon de dire, écoute, on va parler d'autre chose. En fait, je ne vais pas te dire que ton truc, j'y crois pas du tout. Alors, retenez ça, hein. Il n'y a pas de mot d'amour dans l'entrepreneuriat, il n'y a que des preuves d'amour. Et la preuve d'amour, c'est un client qui paye. Tant que vous n'avez pas reçu d'argent, il n'y a pas d'amour. C'est simple. Tant que vous êtes... Par exemple, c'est le grand truc des startups B2B, c'est elles ont une idée, elles vont pitcher leur idée, et là, cette phrase extraordinaire, le jour où c'est prêt, j'achète. Et les mecs, je ne vous dis pas leur enthousiasme. Eh ouais, on a 10 clients. Ah bon, t'as 10 clients, toi? Ouais, mais il y en a combien qui t'ont payé? Ah bah non, non, quand même pas, c'est vulgaire, on ne va pas parler d'argent. Non, ils ont dit que le jour où c'est prêt, eh ben ils payent. Mais t'as défini concrètement ce que ça voulait dire après? Ouais, bah le jour où ça marche. Mais définis ça marche, en fait. Et c'est triste, hein, parce que moi, je vois tout le temps ce process. Résultat, les gens, ils partent, ils développent leur truc, ils dépensent une tonne d'argent à faire leur MVP ou leur je sais pas quoi, ils reviennent, ils présentent le truc à l'entreprise et disent « Ah ouais, non, mais je voyais pas ça comme ça, en fait. Ah ouais, non, j'avais pas compris que ça faisait ça. Hein. Bon, ça a l'air cool, hein, mais en fait, moi, je veux autre chose. » Et en fait, c'est parce que le type, il pouvait pas regarder le type droit dans les yeux et lui dire « Écoute, jamais j'achète ça. Jamais. Il n'y a pas une version de moi sur Terre qui achète ça. Il n'existe pas un univers dans lequel qui que ce soit achète ça. Vous n'entendrez jamais ce genre de feedback. Et c'est parce que vous n'entendrez jamais ce genre de feedback que vous ne pouvez pas, en fait, vous fonder sur le moindre feedback. Vous ne pouvez pas demander aux gens ce qu'ils pensent pour savoir si votre idée est bonne ou pas. Il y a une seule façon de savoir. Vous êtes en B2B, vous voulez savoir si votre idée est bonne, vous chopez un chèque. Si vous chopez un chèque pour un truc qui n'existe pas, peut-être que vous choperez de l'argent le jour où ça existe. Il y a une probabilité. Mais vous arrivez à faire payer personne pour quelque chose qui n'existe pas, eh ben je peux vous dire que vous ne ferez payer personne le jour où ça existe. Pourquoi? Parce que c'est très contre-intuitif, mais c'est beaucoup plus simple de vendre quelque chose qui n'existe pas que quelque chose qui existe. Souvenez-vous mon histoire des idées au début. Et en fait, le test, il est à l'envers. Les entrepreneurs se disent « je n'arrive pas à le vendre parce que ça n'existe pas. Le jour où ça existera, ça se vendra comme des petits pains. » Non. En général, la courbe, elle est comme ça. Vous vendez quand ça n'existe pas, ça sort, les ventes s'écroulent. Et puis, si vous avez de la chance, à un moment, ça arrête de s'écrouler et ça remonte. Et la réalité rattrape l'imagination. Mais c'est très rare que quelqu'un soit pas déçu face à quelque chose de réel la première fois. Ça prend du temps d'adopter quelque chose. Ça prend du temps d'accepter quelque chose. Et quand vous êtes en B2C, c'est pire. Parce qu'en B2C, les gens ont tendance à raconter n'importe quoi. Quel est le plus gros problème sur les idées quand on est entrepreneur? C'est que quand on est dans le monde des idées et qu'on en parle aux gens, surtout en B2C, ils ont tous l'impression d'avoir un truc intéressant à dire. Quel est le problème des gens? Les gens, vous leur posez une question, ils y répondent. Et d'ailleurs, ça peut donner des jeux très drôles. Par exemple, moi, avant,
dans les dîners, j'avais un jeu qui m'amusait beaucoup, c'était d'inventer des groupes de musique, des artistes ou des écrivains qui n'existent pas, et voir combien de temps on pouvait passer dans un dîner à en parler. Les gens sont fascinants. L'espèce humaine, c'est un truc hors norme, en fait. Quelle est la En plus, on parle de gens éduqués, dans un milieu informé, etc. Vous inventez un musicien, vous inventez un écrivain, vous inventez un livre, vous êtes sûr qu'à la table, la probabilité que les gens vous disent « non, on ne connaît pas, c'est quoi ?» elle est proche de zéro. Et d'ailleurs, cette idée m'était venue parce qu'il y avait une chaîne sur YouTube où il y avait un mec qui allait dans des concerts et il parlait à des gens en inventant des groupes dans le festival en disant « vous avez vu les chaussettes percées ?» Ah ouais. Et ce qui était dingue, ce qu'il disait, parce que moi je me disais, en fait, c'est vachement monté ces trucs. Donc je l'avais contacté, je lui avais dit, hey, dude, sérieusement, tu parles à combien de gens avant de tomber? Et il me dit, mais non, en fait, la minorité, c'est les gens qui, devant une caméra et devant la pression sociale, peuvent te regarder et te dire, je sais pas, je connais pas, jamais entendu parler. En fait, c'est hyper rare d'avoir ce courage. Et quand vous êtes entrepreneur, vous tombez dans ce piège. Vous allez demander son avis à quelqu'un, le mec a beau ne pas être concerné, pas être la bonne personne, pas être la bonne cible, il aura un avis. Les startups, c'est comme les gosses. Si un jour vous avez un gosse, vous verrez cette expérience, ou si vous avez des gosses, vous connaissez ce truc, qui est incroyable. Vous avez un enfant, il a 60 millions de parents. Vous sortez au parc, les gens ont un avis sur comment il doit sortir au parc. Vous l'amenez à l'école, ils ont un avis sur comment il faut l'éduquer. Vos amis, votre entourage, d'ailleurs surtout les gens qui n'ont pas d'enfants, surtout eux d'ailleurs, se sentent une légitimité extraordinaire sur comment on élève un enfant. Tout le monde sait que c'est pas possible d'élever un enfant. Tous les parents savent que l'enfant, c'est par définition le plus gros échec qu'on a dans notre vie. On a une idée hyper haute sur ce qu'il doit devenir, ce qu'il doit être et comment il doit se comporter, qui est en général un bon trip narcissique et une bonne réflexion narcissique. Puis à la fin, le gosse, il fait ce qu'il veut. Enfin, il ne veut pas faire ses devoirs, il ne fait pas ses devoirs en fait. C'est vraiment, il y a une espèce de continuum entre les idées que vous avez sur vos enfants et le résultat. C'est la même chose dans les startups. En général, les idées dans les startups, c'est la masturbation de l'entrepreneur. C'est-à-dire que c'est hyper narcissique, c'est hyper solitaire, c'est hyper satisfaisant. Ça ne foire jamais, en fait, de réfléchir à ces idées. Par contre, dès que vous commencez à faire ça à plusieurs, alors là, c'est la cata. Là, vous dites, mais attends, je comprends pas. Tu comprends pas ce que je te dis? Non, je comprends pas. Et les gens ne comprennent jamais rien. Et tout le jeu pour un entrepreneur, c'est justement de regarder et d'apprendre à voir le feedback réel. C'est-à-dire non pas le feedback parlé, mais le feedback gestuel, le feedback de marché, le feedback de data, c'est-à-dire d'objectiver. Tout le monde me dit que c'est génial, mais je ne fais pas 1 euro. Pourquoi? C'est peut-être parce que c'est tout pourri. Ok. Donc, comment je fais 1 euro la semaine prochaine? Comment je fais 2 euros? Comment je fais 10 euros? Vous devez ramener ça à quelque chose d'hyper objectivable. Vous ne pouvez pas être dans le dialogue. Si vous êtes dans le dialogue, et c'est vrai pour tout, c'est vrai à la création de votre entreprise, c'est vrai au lancement de chaque nouvelle feature, c'est vrai au lancement de nouveaux produits, c'est vrai au moment de changement stratégique, c'est vrai quand vous embauchez quelqu'un, c'est toujours vrai qu'il faut faire très attention à qui vous demandez son opinion. Parce que bizarrement, les gens ont toujours envie de donner leur opinion. D'ailleurs, il y a un domaine très simple pour comprendre ça, c'est la politique. Ma boulangère, là en face, là, elle a des grandes opinions sur la politique économique de la France. Et franchement, le ministre des Finances, il ferait bien de prendre un petit séminaire ici, quoi. Et c'est pas condescendant, hein, elle a le droit, en fait. On est dans des démocraties, donc on a le droit de raconter ce qu'on veut, comme on veut, n'importe comment. Il n'empêche, tout le monde sait très bien que quand vous êtes ministre de l'économie, il n'y a plus rien qui est vrai. Parce que quand vous êtes ministre de l'économie, vous subissez les lobbies, la pression, les gens, la presse, la réalité. Et la réalité, c'est toujours extrêmement complexe. Vous appuyez là, il y a un truc qui saute là-bas, personne ne vous l'a dit que ça allait sauter. Vous faites un truc, en fait, tout le monde le prend de travers. Et vous avez l'impression d'être dans l'impuissance totale permanente. Entrepreneur, c'est la même chose.
Vous êtes dans une impuissance totale permanente et la seule façon de prendre le contrôle, c'est justement d'oublier tout ce bruit, d'ignorer tout ce bruit et de simplement être concentré sur ce qui est plus objectivable. Est-ce que vous avez des clients ou est-ce que vous n'en avez pas? Et donc, pour conclure, la meilleure façon d'avoir des idées, c'est de ne pas les chercher, c'est tout simplement d'avoir une grande expertise et de s'appuyer sur son expertise organiquement pour construire des choses et tester des choses. Il ne faut surtout pas essayer d'avoir un grand plan, il faut simplement être dans l'exécution et le concret. Merci beaucoup. Alors, on a une petite heure ensemble, on peut parler de ce que vous voulez. C'est le petit cadeau pour faire le public. Oui. Se rapprocher de The Family, thefamily.co, on clique sur Apply et on a une chance sur 1000 qu'on nous réponde. C'est le jeu. Mais passez par Apply, hein. Il n'y a aucune autre méthode qui marche. D'ailleurs, petit conseil, ne passez jamais par moi. En général, les boîtes qui rentrent par moi sont les plus maltraitées. Parce que par définition, j'ai pas le temps, quoi. Oui. Il n'y a pas d'étape pour tester une idée, il faut simplement réduire son champ d'action et réduire sa temporalité en se disant comment je peux faire en une journée pour obtenir une info. Donc si tu te dis qu'est-ce que c'est ton idée, vas-y, je suis sûr que tu en as une. Si, vas-y. Ouais. Deux. Dans l'événementiel, ouais. Ouais. Ok. Eh ben génial. Eh ben ça, tu vois, ça se teste en une heure. C'est hyper facile. Tu prends ton téléphone, t'appelles 10 organisateurs d'événements, tu prends rendez-vous avec eux, peut-être sur les 10, il y en a 2 qui vont bien vouloir te recevoir, tu vas les voir et tu leur dis c'est quoi tes besoins en prestataire, fais-moi ta liste et je te sors le plus bel Excel de prestataires classé par prix, par secteur, par machin. Comme si ta plateforme existait, mais à la mano. Fais ça pendant 3 mois. Tu verras que d'abord en 3 mois, tu découvriras plein de besoins cachés. Et si ça se trouve, tu te découvriras qu'en fait, c'est pas ça dont les gens ont besoin, mais les gens ont besoin peut-être d'une curation de prestataires, pas d'une liste de prestataires. Et petit à petit, tu vas découvrir des choses. Mais tu vois, t'as pas besoin de... La pire façon de lancer ton truc, c'est de lancer une plateforme. Ce genre de boîte, elle démarre toujours dans un Excel. T'as pas besoin de plus qu'Excel et un téléphone pour lancer ça. Vous savez comment Itch a été lancé ? Bah, Itch, ils allaient en boîte de nuit, ils mettaient des mecs bourrés dans des voitures et ils appelaient les voitures avec leur téléphone et des SMS. Itch, ils ont mis 1 an à lancer leur app. Vous savez combien il y avait d'utilisateurs la première nuit quand ils ont lancé leur app? Ils avaient 1000 utilisateurs qui déjà prenaient Itch toutes les semaines. 1000, à la mano. Et je me souviens, parce qu'à l'époque, il y avait une boîte qui s'appelait Jump, qui avait levé 3 millions et dont tout le monde parlait, et qui avait une super marketing. En plus, ils étaient tous beaux dans cette boîte. C'était grand. Ils faisaient du lobbying et tout. Puis moi, j'avais le fondateur de Itch qui me dit « T'es sûr faudrait pas qu'on lève des fonds Là, on a marre d'aller en boîte tous les soirs. Va en boîte. » C'est comme dans Karate Kid. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, le truc, c'est que le jour où ils ont lancé leur app, ils savaient plus de choses sur leur marché que n'importe qui dans l'industrie. Parce que quand tu fais quelque chose de répétitif et de répétitif et de répétitif, tu n'apprends pas ici, tu apprends derrière, en back-end. Tu apprends des choses que tu ne vois pas, que tu ne sais même pas expliquer. Et c'est ça qu'on appelle l'expertise ou l'instinct. C'est d'être capable de regarder un truc et de dire « Tiens, ça va marcher ou pas ?» quoi. Avec un peu plus grand taux de fiabilité que le hasard. Si vous voulez regarder un film là-dessus que j'adore, qui s'appelle Zero Dream of Sushi, qui a vu ce film? J'en fais tellement la promo, ça me fait plaisir. Mais ce que les gens ne comprennent pas dans ce film quand ils le regardent, c'est que la vraie leçon de ce film, c'est que quand on fait la même chose pendant des années, on développe des pouvoirs magiques. C'est ça la grande idée des Japonais. Et c'est vrai dans l'entrepreneuriat en fait. Si tu commences à aller tous les jours voir des organisateurs d'événements,
et que tu en rencontres 10, 15, 20 par jour, le jour où tu vas faire ta plateforme, mais tous les CTO de la planète voudront bosser pour toi. Parce qu'ils ont l'impression de faire un truc secret, de faire un truc insider. Même ton ton de voix ne sera plus le même. C'est quoi la différence entre un expert dans son industrie et quelqu'un qui n'est pas expert? C'est qu'on sent à la vibration de sa voix qu'il sait de quoi il parle. Quand les gens sont réellement sincères, ça prend des caractéristiques physiques. Nous, on le voit avec les entrepreneurs, ils arrivent, là, ils sont tout chétifs, montent sur scène, ils sont là, puis 2 ans après, ils sont là, oui, alors l'avenir du transport. Moi, je me souviens à quoi il ressemblait Teddy il y a 5 ans. Il ne ressemble pas au Teddy d'aujourd'hui. Hein. Forcément, quand tu te prends 3 procès, 10 gardes à vue, 1 semaine en tôle, bon. Il y a un moment, tu en ressors et si tu survis, tu as quelque chose de physique qui se passe. Il y a un truc dans le regard, il y a un truc dans la peau, il y a un truc dans la mâchoire. Et en fait, c'est ça être entrepreneur. C'est un truc extrêmement physique. C'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur. On ne le subit pas. On ne l'intellectualise pas. Ça se passe là, l'entrepreneuriat. Ça ne se passe pas dans la tête. La tête, c'est toujours un truc de second ordre. Et dites-vous que si vous êtes puissant ici, vous attirez tous les gens intelligents pour venir travailler pour vous. Les leaders, ce n'est pas par leur intellect. D'ailleurs, en général, les leaders intelligents, ils sont horribles parce qu'ils n'ont personne autour d'eux qui arrive à être plus intelligent qu'eux. Les bons entrepreneurs, c'est des gens qui n'embauchent que des gens plus brillants qu'eux, plus doués qu'eux et plus experts qu'eux. C'est ce qui fait que leurs boîtes sont extraordinaires. Steve Jobs, il a l'air intelligent parce qu'il a la réflexion de tous les génies autour de lui. Donc Steve Jobs, il est au milieu de 60 mecs parmi les plus intelligents du monde qui lui disent toutes les minutes des trucs intelligents. Et donc quand il monte sur scène et qu'il dit des trucs, il a l'air d'être super smart lui-même. Mais tout est pompé. Ces mecs-là sont juste des éponges. Il faut que vous appreniez à devenir des éponges. Il faut prendre des idées où qu'elles sont et les collecter, etc. et en faire un méli-mélo extraordinaire. Question, il y avait plein de questions, vas-y. Alors, les stratégies d'héroïne, donc de drogue, ça ne marche que quand le product market fit est évident. Tu as 2 types de produits. Tu as les produits dont le product market fit est évident et les produits dont le product market fit fait débat. Donc, si tu testes le product market fit, le donner gratuitement ne te donnera aucune info. Puisque le fait que les gens te payent, ça, c'est un product market fit. Alors que si tu prends la stratégie dont tu parles, qui est la stratégie de la mafia italienne dans les années 30 à New York, dans un livre génial qui s'appelle Street White Corner Society, ce qu'ils expliquent dans le livre, c'est qu'à l'époque, tu n'as aucun débat sur le product market fit de la cocaïne. La cocaïne a son marché, les gens qui la consomment sont plutôt contents et sont prêts à payer. Le problème, c'est que tu as un réseau cubain qui possède New York. Et donc, comment tu fais pour sortir un mec du réseau et tu prends sa place? Bah, tu offres la coke gratuitement. C'est imbattable. Résultat, toi, tu as tout ton clan qui sait qu'ils vont gagner quelque chose et en face, tu as des gens qui savent qu'ils ont juste quelque chose à perdre. Résultat, ils deviennent violents, la police les arrête et en plus, tu fais un deal avec la police en disant maintenant, la drogue, c'est fait par des gens sérieux, calmes, précis, et puis on va monter les prix parce que maintenant, il faut quand même vivre. Mais c'est ça les stratégies de drogue, c'est des stratégies qui sont fondées sur le fait que le product market fit est évident. Bernard Tapie est l'inventeur de ça dans la télé. C'est une histoire extraordinaire. Vous savez comment Bernard Tapie a démarré. Je trouve ça... Donc Bernard Tapie était dans son quartier, il glandait. Puis il y a un mec qui vient et il dit « Ouais, je vends une télé. » Une quoi? Une télé. C'est quoi ça, une télé? C'est un truc, tu mets chez toi, tu as des chaînes, et puis il y a des images. Le mec, il dit, oh là, tu crois que tu vas en vendre une télé, toi? Ah non, je galère, j'arrive pas à en vendre, machin. Tu sais quoi? Tu me laisses la télé, moi je vais te la vendre. Le mec est venu pour lui vendre une télé, il lui a donné une télé gratos. C'est quand même... Il y a des gens, il faut mieux qu'ils arrêtent ce qu'ils font. Hein. Et donc Bernard Tapie, il va voir un voisin, il installe la télé, il branche la télé, il dit rien au mec. Il dit dans 1 semaine, je viens la récupérer. À l'époque, une télé, ça coûtait 5 ou 6 000 francs, je sais pas quoi.
Et le mec lui avait dit, ouais, dans une semaine, si tu l'achètes, c'est 5 ou 6 000 francs. Et Bernard Tapie revient une semaine après, débranche la télé, la prend. Le mec fait, mais tu fais quoi? Moi, j'en ai besoin de cette télé. Ah mais non, c'est 10 000 francs. Et il fait 10 000 francs? Il dit, ouais, c'est 10 000 francs. Bon, bah, je te fais un chèque. Le mec fait un chèque, achète la télé. Bernard Tapie vient et dit au mec, écoute, j'ai pas réussi à la vendre 6 000 francs la télé, je l'ai vendue 5 000. Puis bon, comme c'est moi qui l'ai vendue, tu me files 1 000 € de com. Et le mec lui fait OK. Et Bernard Tapie lui dit, écoute, merci, maintenant que je t'ai bien entubé, alors non seulement je viens de faire plus d'argent que le mec qui fabrique la télé, tu peux pas me présenter ton patron? Et Bernard Tapie est devenu le plus gros vendeur de télé de ce truc-là. Et c'est comme ça qu'il a démarré son premier business. Il a créé un empire de la vente de télé. Et le business model, c'était de venir installer des télés gratuitement chez les gens. Et ils avaient une semaine pour décider s'ils la gardaient ou pas. Mais il suffisait d'une semaine pour être complètement addict, en fait. Et une fois qu'ils étaient addicts, c'était fini. Mais le product market fit était évident. C'est pas la télé, c'était quelque chose que tous les gens qui avaient aimé. Aux États-Unis, il y avait 60 millions de télés qui avaient déjà été vendues. Tu n'avais pas de débat sur est-ce que la télé, c'est intéressant, qu'est-ce que les gens vont faire avec la télé, est-ce qu'il y a des programmes intéressants à regarder à la télé, etc. Tout ça existait déjà. C'était juste un problème de distribution. Donc les stratégies de ce type-là ne marchent que quand tu as des problèmes de distribution. Si tu as un problème de product market fit, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est des stratégies qui ne marchent jamais en B2B. Parce qu'en B2B, quand tu donnes quelque chose gratuitement, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que l'adoption d'un produit en B2B est toujours collectif, il n'est jamais individuel. Vous avez besoin qu'une entreprise adopte un outil. Vous ne pouvez pas juste avoir une personne qui adopte un outil. Et comme ce n'est pas juste une personne, si tu as le malheur de venir donner un truc gratos à un mec, tout le mec autour va dire « Ouais, qui s'y nous fait chier avec son truc, lui ?» Parce qu'il ne sera pas motivé à le vendre. Quand tu payes quelque chose, tu changes ta structure d'incitation. Ouais. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu crois qu'un product market fit, c'est quelque chose qui peut ne pas être rentable. Un product market fit, c'est forcément rentable, puisque c'est un produit qui rencontre son marché. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles quelque chose n'est pas rentable. Tu as des raisons structurelles et des raisons non structurelles. Non structurelles, ce n'est pas grave. Par exemple, c'est rentable si tu en vends 1000 par mois et aujourd'hui, tu n'en vends que 10 par mois. C'est assez courant. Tu as des effets de seuil dans la rentabilité. Donc, si c'est juste ça, bah, tu traces ta courbe et le jeu, c'est de convaincre quelqu'un de te donner le financement de l'air entre le moment où c'est pas rentable et le moment où c'est rentable. Donc ça, c'est non structurellement rentable. Il n'y a pas de problème de structure. Après, tu as des choses qui sont structurellement non rentables. Ça, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu en vends, tu perds de l'argent. Tu peux pas faire ça. Si ce n'est pas une question de volume ou d'échelle, mais c'est juste que les gens ne sont pas prêts. Souvent, ça arrive quand il y a un décalage entre la valeur réelle d'un produit et la valeur perçue. Quand les gens perçoivent une valeur inférieure à la valeur réelle, je vous le dis, hein, ce n'est pas la peine de débattre. Vous courez, vous abandonnez. Ça n'existe pas de retourner ça. Il n'y a rien de pire que les valeurs perçues faibles. Parce que les valeurs perçues faibles, tu ne peux pas lutter. Si les gens pensent... Il y a des grands exemples historiques comme ça. Le transport routier, c'est un très bon exemple. La valeur perçue du transport routier est inférieure à sa valeur réelle. 100% des boîtes de transport routier en France finissent en faillite. Forcément. Tu résistes 5 ans, 10 ans, tu travailles 3 fois plus, et un jour, tu lâches un peu où le marché lâche, et ça s'écroule. C'est comme ça. Parce que la valeur réelle, elle est très faible. Donc c'est des métiers de chiens. C'est des métiers où il faut travailler très dur, c'est horrible, quoi. Et un exemple très triste, moi je trouve, l'agriculture. L'agriculture a une valeur réelle bien supérieure à la valeur perçue. Vous vous rendez compte que c'est l'une des professions où on gagne le moins bien de sa vie, agriculteur, en France, alors qu'on mange tous dans cette salle. Moi, on arrête de me fournir en nourriture, je pète un câble. Je ne crois pas qu'il y aurait un truc plus grave dans ma vie. D'ailleurs, vous tous, vous en êtes peut-être un peu moins conscients que moi.
Je suis le premier sur la barricade et vous me rejoignez 3 semaines après, quoi. La valeur réelle de l'agriculture, c'est de la folie. La valeur perçue, c'est ça va. Tu vas au supermarché, il y a des légumes, des fruits. Qu'est-ce qu'ils nous font chier, les gens, là? Pourquoi ils se plaignent? Et c'est terrible. Et d'ailleurs, un des trucs que moi j'explique aux agriculteurs, c'est que c'est de leur faute. Pourquoi l'agriculture va aussi mal en France? Tout simplement parce que l'agriculture, pendant des années, n'a parlé à personne. Ils sont restés dans leur coin, faire leur gueule. Ils n'ont jamais rien expliqué à personne. Est-ce que quelqu'un est capable de dessiner les unités économiques d'une ferme? Après, les mecs ont des arguments géniaux, tu sais, du genre ouais, mais on ne gagne pas notre vie. Mais qu'est-ce que j'en sais que tu ne gagnes pas ta vie? Déjà, je m'en fous, en fait. Fondamentalement, on s'en fout que les gens ne gagnent pas leur vie. Est-ce que vous croyez vraiment que quand vous allez dans un resto, vous demandez au mec, ça va, l'assiette, elle était profitable, tu m'as pas mis un peu trop de foie gras, j'ai trouvé la tranche un peu grosse, je pense que ça heurte ton ratio. Vous avez déjà entendu un mec dire ça? Mais jamais. Vous allez vous dire, ah putain, le mec, il a mis beaucoup de foie gras, c'est cool. Ouais, ça coûte rien. Est-ce que quelqu'un va se dire, ah, le mec, il va faire faillite, il est trop con? Non. Puis après, vous savez combien de restos ferment en France tous les ans? À peu près 50% des restos. Pourquoi? Parce que la valeur réelle est bien supérieure à la valeur perçue. Quand vous allez dans un... Et à l'inverse, il y a des mecs très forts. Big Mama. Big Mama, c'est pas cher, il paraît. Je trouve ça génial. Eux, ils ont créé une valeur perçue bien supérieure à la valeur réelle. Alors, j'adore, hein, j'y vais très souvent. Je fais partie des gens qui trouvent ça sympa. Mais c'est quoi Big Mama? C'est du storytelling, c'est de la scénographie. Le pot de Nutella d'1 kilo. Regardez un truc à la con. Un pot de Nutella de 10 kilos qui arrive sur la table, vous vous en souvenez? Un pot de Nutella normal, vous vous en souvenez pas? Un pot de 10 kilos, ça coûte 10 fois moins cher qu'un pot normal au kilo. C'est-à-dire que les mecs, en économisant de l'argent, ils créent un souvenir chez vous. Vous voyez, c'est des trucs... C'est ça l'entrepreneuriat en fait. C'est cette intelligence du business, c'est d'avoir ce sens business. Les produits chez Big Mama sont de très bonne qualité, mais ils les ont à des prix 10 fois moins chers que n'importe quel resto parce qu'ils les achètent dans des quantités délirantes. Vous voyez, c'est des changements structurels. Résultat, les mecs font des marges qu'aucun resto ne fait. Et c'est ça, en fait, le grand sujet. C'est que si tu as un product market fit et que tu n'es pas rentable, soit c'est parce que ton entreprise n'est pas rentable, ce qui n'est pas grave, parce qu'il y a forcément un seuil auquel elle est rentable. Et il faut le connaître précisément, ce seuil. Vous ne pouvez pas ne pas savoir quel est votre objectif. Si vous n'êtes pas capable de dire, le jour où j'ai X clients, je gagne tant d'argent, c'est que vous ne l'atteindrez jamais, en fait, l'objectif. Un objectif, ça s'atteint quand il est mesurable et mesuré. Là et là-bas. Tu peux pas. C'est une décision personnelle. C'est comme à quel moment il faut divorcer ou continuer dans ton mariage. C'est comme à quel moment tu sais qu'il faut faire telle chose ou pas. Il n'existe aucune méthode fiable pour décider de quelque chose qui n'est pas objectivable. Et il y a un George Clooney effect dans l'entrepreneuriat. Tu entendras toujours... George Clooney, vous savez, avant on disait si à 30 ans tu n'as pas de carrière à Hollywood, vaut mieux arrêter et faire autre chose. Et puis il y a eu George Clooney, quoi. Il y a eu un problème de coupe de cheveux pendant très longtemps. Et après, dans Urgence, il a changé de coupe de cheveux et tout le monde s'est dit « Ah, mais il est mignon, en fait ». Mais voilà, c'est pas... Une fois que tu sais que George Clooney il a eu son premier succès à 42 ou 43 ans, qu'est-ce que tu fais quand tu as 30 ans et que tu es un acteur raté? Tu continues à aller à des auditions ou t'arrêtes? Personne ne peut savoir. C'est pour ça que le vrai secret, c'est de valoriser le voyage et pas la destination. Si tu valorises le voyage, il n'y a plus de problème en fait. Si tu te dis qu'en ce moment, tu es en train de faire le truc le plus excitant que tu peux faire dans ta vie, et que ça marche ou que ça ne marche pas à la fin, c'est pareil, et tu ne te poses pas les questions continuer, pas continuer, machin. Parce que tu kiffes. Par contre, si tu kiffes pas, là, tu devrais te poser des questions. Allez, une dernière question, il y avait là-bas, oui. Ouais. Il ne faut jamais accorder de crédit au retour utilisateur verbal. Il faut toujours accorder du crédit au retour utilisateur réel. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment les gens l'utilisent,
qu'est-ce qu'ils en font, est-ce qu'ils payent, est-ce que si tu changes quelque chose, ils sont plus à payer. Et puis il y a des tests très simples. Par exemple, doubler le prix. C'est un truc qu'on fait souvent, nous, avec nos startups. Tu doubles le prix, tu regardes ce qui se passe. Mais tu n'imagines pas le nombre de boîtes dans lesquelles les ventes augmentent. Hein. Et la première fois, les gens sont toujours catastrophés. Ils disent « Ah, j'ai doublé mon prix, tout le monde va partir et tout. » Si ce que tu fais est bien, bah, ça marche. Et ça, c'est les petits trucs magiques qu'on a, nous. Parce qu'on le sait, on l'a vu 20 fois. Bon, la première fois que j'ai dit à un mec « double ton prix », j'étais comme ça. Hein. On me l'avait dit, ce truc. C'était un Américain qui m'avait dit ça. Il s'appelle... je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Anthony De Filippo. Il m'avait dit, ouais, entrepreneurs tend to underestimate their value. So, any price they decide, you just double it and see what's happening. Et il m'avait dit, moi, à chaque fois dans ma vie, j'ai fait ça, ça a marché. Puis un jour, j'étais avec un entrepreneur en 2013, et j'étais là, ouais, double ton prix. Puis intérieurement, j'étais comme ça. Puis double son prix, ça cartonne. Je me dis, putain, le con, il a raison. Et maintenant, c'est un petit truc magique, tu vois. Tu attends le bon moment, et il ne faut pas le faire trop tôt, évidemment. Évidemment que 100% des entrepreneurs sur Terre se dévalorisent au début, et c'est une bonne stratégie pour conquérir le début d'un marché. Si tu te surestimes, bah, personne ne vient. Hein. Donc c'est pas mal, en fait, de te sous-pricer. Sauf qu'il y a des moments, tu as besoin de quelqu'un d'extérieur qui dit, OK, on arrête la récréation, maintenant on fait les choses sérieuses. Double ton prix. Et là, bam. Après, il y en a, ils délirent un peu trop. Ils doublent leur prix tous les 3 mois. Puis à un moment, ça casse, quoi. Mais bon, ils apprennent. Allez, merci beaucoup. Allez, à demain.